Alors, bonsoir à tous. On va commencer la séance de travail d'aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Bienvenue à la séance de travail de Medical Mind sur l'interprétation du scanner cérébral. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie. Ok, très bien. Bon, bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Je vous remercie d'avoir honoré la deuxième partie de notre cours interpréter le scanner cérébral qui concerne deux pathologies, notamment les pathologies tumorales et également les pathologies infectieuses. Hier, nous avons entamé une très belle série et aujourd'hui, c'est le couronnement de cette série. Sans plus tarder, nous sommes déjà à plus de 20 minutes de retard sur 19 heures. On va immédiatement commencer sur la pathologie tumorale. Il faut d'emblée dire qu'une tumeur cérébrale, c'est une pathologie qui se développe à l'intérieur de la boîte crânienne, qui touche le système nerveux central. Et nous connaissons tous le système nerveux central est formé de l'encéphale, la moelle épinière et les nerfs. Et on va se focaliser uniquement sur les lésions qui touchent l'encéphale et ses parties. Et avant de commencer et entamer ce sujet, il faut recadrer nos objectifs. Les objectifs de cette présentation, c'est de vous familiariser à l'interprétation du scanner cérébral pour une pathologie tumorale, afin de pouvoir donner aisément et facilement le diagnostic. Bien évidemment, nous ne serons nous substituer aux radiologues, mais en tant que médecin, on doit être capable, même si nous sommes dans un endroit où il n'y a pas un radiologue qui puisse interpréter notre cliché ou l'examen du scanner, nous-mêmes, personnellement, on peut déjà l'interpréter et donner le diagnostic. Alors, quelles sont les techniques radiologiques à disposition pour une pathologie tumorale? Il faut d'emblée dire que le but d'un examen radiologique pour une pathologie tumorale, c'est premièrement de mettre en évidence les lésions cérébrales. Nous sommes ici dans le cas d'espèce dans le système nerveux central et le scanner cérébral. Donc, le scanner doit mettre en évidence les lésions cérébrales. Et son deuxième but, c'est de pouvoir caractériser ces lésions. Et en termes de technique radiologique, l'IRM, c'est la technique de choix pour le diagnostic des pathologies tumorales. Le scanner cérébral est largement employé à cause de sa disponibilité et de sa facilité d'accessibilité. Et il permet aussi de donner une orientation diagnostique sur les tumeurs cérébrales. Et il faut retenir que le diagnostic radiologique ne peut être que de présomption parce que le diagnostic de certitude est histologique. Donc, il faut prendre la lésion, l'analyser, faire un examen anatomopathologique pour pouvoir avoir le diagnostic de certitude. Le scanner ne peut que nous orienter vers des présomptions. Et comme on l'a dit aussi hier, c'est l'ensemble examen clinique, histoire de la maladie, examen clinique du patient, plus les données de l'imagerie qui posent le diagnostic. Toujours les rappels anatomiques. Il faut savoir que la boîte crânienne contient à l'intérieur l'encéphale. L'encéphale qui est constitué des hémisphères cérébraux. Il y a deux étages, normalement l'étage sustentolaire, comme nous avons dit, qui est constitué par les hémisphères cérébraux, avec le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et les deux lobes temporaux. Et à l'étage sous-temporel, c'est-à-dire en dessous de la tente du cervelet, on a deux structures anatomiques importantes qui sont le cervelet et le tronc cérébral. À côté de ces structures, il existe le système ventriculaire qui permet la circulation du LCR et peut aussi être le siège des lésions tumorales. Important de connaître la classification des tumeurs. Il existe plusieurs classifications des tumeurs. Ici, regardez celle faite par
Keyus et collaborateurs en 2000, mais l'OMS a évolué dans cette classification. Nous sommes dans la classification de 2016 qui fait intervenir plusieurs éléments, mais j'ai voulu vous présenter celle-ci qui fait intervenir uniquement les cellules du système nerveux. Le système nerveux, ce sont les neurones et ce sont les cellules gliales. Ce qui fait que les tumeurs vont se développer à partir de ces différents tissus, du tissu nerveux qui est constitué de plusieurs cellules. Nous avons les cellules dites gliales. Lorsqu'une tumeur se développe à partir de ces cellules, on va avoir ce qu'on appelle des gliomes. Et qui dit cellules gliales, il y en a plusieurs. Nous avons les astrocytes, nous avons les oligodendrocytes. Et chaque fois qu'une tumeur va toucher ces différentes cellules, si c'est un astrocyte, ça va donner un astrocytome. Si c'est un oligodendrocyte, ça va donner un oligodendrogliome. Et si c'est une tumeur qui se développe à partir d'une cellule épendymère, ça va donner les tumeurs épendymères. Si la cellule se développe à partir des nerfs, par exemple, nous avons au niveau des nerfs, nous avons le neurone qui est formé de ces cellules de la gaine, tous ceux qui sont les neurones myélinisés. Si c'est une tumeur qui se développe au niveau de la gaine des myélines, ça peut donner des gangliomes ou des gangliogliomes. Si ce sont des cellules qui se développent au niveau des méninges, le système nerveux central, le cerveau est enveloppé par des cellules, pas des méninges qui sont protectrices pour l'encéphale. Nous avons 3 méninges. Nous avons la dumère, nous avons les leptoméninges qui sont constitués de l'arachnoïde et de la pimère. Si une tumeur se développe à partir de ces cellules, ça va nous donner des méningiomes, par exemple. Donc, il est important de connaître déjà la classification des tumeurs pour pouvoir aborder l'imagerie des tumeurs. Et sans oublier que les tumeurs, en dehors de la classification dite topographie histologique, on a une classification par rapport au degré d'atteinte de la tumeur, c'est-à-dire la classification sur la gravité. Et l'OMS classe en 4 grades. Nous avons le grade 1, le grade 2, le grade 3, le grade 4. Le grade 1 et 2 sont les grades dits, entre guillemets, de très bons pronostics, mais les grades 3 et 4 sont des grades où on passe d'une tumeur bénigne peut-être une tumeur à une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer. Et les tumeurs de grade 3 et 4 ne sont pas toujours les tumeurs de très bons pronostics. C'est donc important d'avoir la classification des tumeurs en esprit pour pouvoir aborder l'imagerie liée à la pathologie tumorale. Le but, c'est de pouvoir interpréter un scanner cérébral d'une pathologie tumorale. Quels sont les éléments diagnostiques radiologiques qui vont nous permettre de pouvoir non seulement interpréter notre scanner et à la fin de pouvoir donner un diagnostic? Ce qu'on attend de vous dans l'interprétation, c'est quoi? C'est de pouvoir localiser la tumeur sur l'imagerie. Les tumeurs peuvent être localisées soit en intra ou extra-axial. Intra-axial, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons dit, j'ai tantôt dit que l'encéphale est enveloppé par des méninges. Toute lésion qui sera dans le parenchyme cérébral va constituer des lésions intra-axiales. Mais toute tumeur qui va se développer soit sur les méninges ou alors sur les nerfs crâniens, ça va donner des lésions extra-axiales. Et aussi sur la localisation, la lésion peut être sus-tentorielle ou sous-tentorielle. Sus-tentorielle veut dire que ce sera au-dessus de la tente du cervelet. Et sous-tentorielle, ça veut dire que ce sera en dessous de la tente du cervelet. Généralement, on aime utiliser le terme fosse postérieure. Pourquoi? Parce que les éléments qui font partie qui sont en sous-tentorielle, c'est-à-dire qu'en dessous de la tente du cervelet, c'est généralement le cervelet et le tronc cérébral. Et sans oublier que à côté de ces organes, il y a le système ventriculaire, c'est-à-dire le 4e ventricule qui fait partie de la zone sous-tentorielle, c'est-à-dire toutes les lésions tumorales qui vont être soit dans le cervelet, soit dans le ventricule, soit dans
le tronc cérébral seront des lésions tumorales sous-tentorielles. Et à côté aussi de la localisation, il est très important dans l'imagerie de pouvoir nous dire, de dire si c'est une lésion qui est au niveau du cortex ou bien au niveau de la substance blanche. Ou encore dans la jonction substance grise, substance blanche, comme c'est le cas des métastases. Le deuxième élément après la localisation, c'est-à-dire la topographie, qu'il faut avoir à l'idée dans l'interprétation du scanner, c'est l'aspect de la lésion. L'aspect de la lésion est très important parce qu'elle peut être à des lésions kystiques, comme on va le voir, ou des lésions solides. Ou encore, l'aspect peut être des calcifications, qui est important, qu'il faut pouvoir le décrire. Il faut être capable de pouvoir nous décrire l'œdème qui en résulte de cette tumeur. Et à côté de ça, on l'a vu aussi hier, une notion très importante, c'est la notion de prise de contraste. Dans l'élément d'interprétation radiologique, surtout du scanner pour des lésions tumorales, il est très important de connaître, de nous donner la notion de prise de contraste. Est-ce que cette tumeur prend le contraste ou pas? Et si elle prend le contraste, est-ce qu'elle prend de façon homogène ou alors de façon hétérogène? Et en quatrième position, il est important de connaître le nombre de lésions parce qu'on va le voir, les tumeurs, le plus souvent, peuvent être multiples, avoir plusieurs lésions. Le cas, par exemple, d'espèces de métastases qui sont le plus souvent dans 95%, 5% des cas, des lésions multiples. Et enfin, en 5, qui n'est pas mis sur cette diapositive, ce sont les complications. Les complications peuvent être visibles dans le scanner et ça peut être quoi? Les engagements ou les hydrocéphalies. Donc, avant d'aborder proprement dit les tumeurs, nous allons essayer de détailler un petit peu les différentes interprétations pour que vous puissiez être familiarisé avec ça. L'aspect des lésions. L'analyse de la prise de contraste permet de caractériser la tumeur. J'ai tantôt dit, elle peut être ça peut être soit une prise de contraste homogène, soit une prise de contraste hétérogène, soit une prise de contraste annulaire, c'est-à-dire en périphérie de la lésion, ou encore, il n'y aura pas de prise de contraste. L'œdème périlésionnel est très important. Sachez que quand il y a une tumeur, il y a toujours un œdème périlésionnel sur la lésion au niveau du scanner. Et comment est-ce que ça se présente? Nous avons ici une coupe scanographique d'un scanner cérébral, une coupe axiale d'un scanner cérébral sans injection de produit de contraste qui montre, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, au niveau de l'hémisphère cérébral du côté gauche, une lésion. Sachez toujours qu'il faut comparer les côtés droit et gauche. S'il y a une image qui se voit à droite et qui n'est pas la même à gauche, ça veut dire que c'est une lésion, c'est une anomalie. Sur ce scanner, on va bien. Quand je vois le côté droit, il n'y a pas de forme bizarre, mais quand je regarde le côté gauche, je vois une lésion qui est là, hypodense, hétérogène, hypodense à son centre avec une légère hyperdensité périphérique. Et autour, j'ai une troisième couche, une hypodensité qui enveloppe cette lésion. Sans injection de produit de contraste, je ne peux pas bien caractériser ma lésion. Alors, je fais une injection de produit de contraste. Quand j'injecte le produit de contraste, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai une lésion qui a pris le contraste de façon annulaire, c'est-à-dire en périphérie, le contraste a entouré carrément l'hypodensité que j'avais. Et en plus, j'observe un œdème périlésionnel qui est tout simplement quoi? L'hypodensité qui est tout autour de la lésion. Très important pour les tumeurs. La prise de contraste et l'œdème périlésionnel. L'œdème périlésionnel, c'est l'hypodensité qui entoure une lésion. La prise de contraste, c'est simplement quoi? J'ai d'abord fait sans injection. Je constate que la lésion que je voyais pas très clairement est maintenant rehaussée. Je la vois très bien. Et le contraste, qui est le produit que j'ai injecté, va prendre la périphérie. Soit ça va faire de façon annulaire, ou alors ça va être homogène, ça va tout prendre, ou alors ça va être hétérogène et ça sera mélanger les zones hypodenses et les zones hyperdenses. Toujours dans l'aspect des lésions, après la prise de contraste, il y a
on a décrit ce qu'on appelle des lésions kystiques ou des lésions solides. J'ai devant moi un scanner cérébral en coupe axiale, en fenêtre parenchymateuse. À droite, la coupe avec injection de produit de contraste et à gauche, la coupe sans injection de produit de contraste. Au niveau de cette zone, c'est-à-dire de la fosse postérieure, parce que ça, c'est le cervelet ici, et là devant, c'est le tronc cérébral. Qu'est-ce que je constate? La zone entourée en rouge. Je constate que j'ai une lésion qui n'est pas sans, qui est anormale là, et qui a deux formes. C'est-à-dire quoi? Elle a d'abord une forme qui est dite solide, c'est-à-dire la zone isodense, c'est-à-dire qu'il y a la même densité que le reste du parenchyme cérébral, et une zone qui est hypodense et qui est très bien délimitée, que je peux encercler avec comme j'ai encerclé en rouge. Et la zone qui est hypodense est tout simplement la lésion kystique, et la zone qui est isodense, tout simplement la lésion solide. Donc, l'aspect des tumeurs, ça peut être soit des tumeurs qui sont kystiques, soit des tumeurs qui sont un aspect solide au niveau du scanner cérébral. Et quand on a injecté le produit de contrôle, vous avez bien remarqué que la lésion kystique, c'est-à-dire que la lésion hypodense est restée hypodense, qui prouve que c'est vraiment un kyste. Et la lésion qui était solide a pris le contraste et s'est rehaussée. Même chose, toujours sur ce scanner, toujours une lésion au niveau de la fosse postérieure. Qu'est-ce qu'on observe? J'observe que j'ai une lésion au niveau de la fosse postérieure, plus précisément au niveau du vermis, qui est une partie du cervelet. Cette lésion est isodense au reste du parenchyme cérébral, c'est-à-dire que c'est une lésion qui est solide, elle n'est pas kystique. Tout ce qui est kystique est hypodense. Et quand on a injecté le produit de contraste, vous voyez très bien, la lésion s'est rehaussée et m'a montré qu'il y avait une anomalie au niveau de ce scanner et au niveau de la fosse postérieure et plus précisément au niveau du vermis du cervelet. Nous avons dit que en dehors des lésions kystiques ou solides, on peut avoir des calcifications. Une calcification se présente sur le scanner comme une hyperdensité. Il est important pour vous, juste pour rappel, pour vous dire, on l'a vu hier, le docteur Pilot l'a bien expliqué, quelles sont les lésions qui apparaissent normalement hyperdenses dans sur un scanner cérébral. Soit c'est du sang, soit ce sont les plexus choroïdes. Ça, c'est une erreur. Ça c'est plutôt la glande pinéale, autant pour moi, c'est une erreur là. La flèche là, ce n'est pas plexus choroïde, c'est glande pinéale. Et cette flèche qui vient de sortir, c'est exact là où il y a la flèche, c'est ça qui est le plexus choroïde. Donc, vous allez seulement inverser les termes. Là où j'ai écrit plexus choroïde, c'est plutôt glande pinéale. Et là où c'est écrit plexus choroïde, c'est glande pinéale, c'est plexus choroïde. Ce sont les aspects hyperdenses, spontanés et physiologiques du cerveau. Soit c'est de l'os qui apparaît hyperdense, c'est-à-dire blanc, ou alors toute autre structure qui ne sera pas l'os, le sang, le plexus choroïde, la glande pinéale, et qui est à l'intérieur du parenchyme cérébral et qui est hyperdense, ne peut être que des calcifications. Ici, représenter une coupe scanographique une coupe axiale d'un scanner cérébral sans injection de produit de contraste qui montre à l'étage sous-tentorial, c'est-à-dire qu'au niveau du cervelet, j'ai une lésion qui comprime le quatrième ventricule et qui est hyper dense. C'est tout simplement des calcifications. La flèche là indique, voilà ce qu'on appelle calcification. Quand vous allez voir, c'est que c'est une tumeur qui est calcifiée. C'est important. Tumeur la fosse postérieure avec calcification. Toutes les lésions scanographiques qu'on voit là entraînent toujours, les tumeurs entraînent des complications. Parce que tant qu'il y a la complication, ça devient pour nous, neurochirurgiens, une urgence. Et quelles sont les complications qui peuvent nous pousser? Il faut d'abord savoir ceci. C'est que à l'intérieur de l'encéphale, il y a le système ventriculaire. Le système ventriculaire, c'est quoi? Ce sont les ventricules qui sont dans le niveau cérébral. Il y en a plusieurs. On a les deux ventricules latéraux, droit et gauche, qui sont constitués de cônes. En avant, on a la cône frontale. En arrière, on a la cône occipitale. Et de part et d'autre, il y a la cône temporale, qui se trouve au niveau du temporal. Ensuite, le système ventriculaire
les ventricules latéraux vont communiquer avec le troisième ventricule à travers le trou de Monroe. Le troisième ventricule, quant à lui, va communiquer avec le quatrième ventricule grâce à l'aqueduc de Suvius. Et le quatrième ventricule peut être bien visualisé au niveau du scanner, comme le troisième ventricule. Au niveau de l'étage sous-tentorienne, c'est-à-dire qu'à la fosse postérieure, vous aurez les deux cervelets, vous aurez le tronc cérébral et au niveau, vous aurez le quatrième ventricule. Et puis, le liquide céphalo-rachidien va passer à travers l'espace sous-arachnoïdien grâce aux trous de Magendie, médian et aux deux trous de Louchka latéraux. Quelle est donc la complication le plus souvent rencontrée au niveau du scanner cérébral lié aux tumeurs? C'est soit, par exemple, sur cette coupe scanographique, on a une lésion tumorale qui est logée au niveau de la fosse postérieure, je peux faire appeler comme ça pour éviter les détails. Et qu'est-ce qu'on constate? Quand vous regardez cette image-ci et cette image-ci, normalement, la fosse postérieure, on doit voir le quatrième ventricule. Mais on constate que sur ce coupe scanographique, il y a effet de masse, c'est-à-dire compression du quatrième ventricule. Et quelle est la complication qui en résulte? C'est la dilatation des ventricules, c'est-à-dire l'hydrocéphalie, tel qu'on le voit ici. Vous voyez comment les cônes temporales, ça c'est le lobe temporal ici où il y a mon curseur, et ça c'est la cône temporale du ventricule latéral. On voit comment elle est dilatée. Ici, à l'axe médian, on a le troisième ventricule, on voit comment elle est dilatée. Même chose ici, du côté droit, la cône temporale droite du ventricule est dilatée. Toujours sur ce scanner, vous voyez aussi très bien une lésion qui est située au niveau de la fosse postérieure, précisément au niveau du vermis du cervelet, va toujours comprimer le quatrième ventricule. Et qu'est-ce qu'il y a? Si le quatrième ventricule est comprimé, le liquide céphalo-rachidien ne pourra plus circuler normalement et en amont, il y aura une dilatation. C'est pour ça que ici, sur ce scanner, vous voyez très bien une dilatation des cônes temporaux. Les cônes temporales des deux ventricules latéraux, que ce soit le droit comme le gauche. Comment elles sont dilatées, liées au fait que la lésion tumorale a comprimé le quatrième ventricule et a dilaté le système ventriculaire. Ça, c'est une complication qu'on va observer. Et aussi, toujours comme complication, on l'a si très bien vu hier, ce sera toujours les engagements, l'engagement sous-factoriel, qui est tout simplement le déplacement du septum interventriculaire par rapport à la ligne joignant les insertions antérieures postérieures. Faux. C'est quoi? C'est simplement, avec mon curseur, je vous montre, vous avez la ligne que j'ai tracée en plein train plein. C'est une ligne qui unit l'insertion antérieure de la faux et l'insertion postérieure de la faux. Et maintenant, le septum interventriculaire, c'est quoi? C'est seulement la faux, c'est la ligne qui permet de séparer l'hémisphère cérébral droit de l'hémisphère cérébral gauche. Et lorsqu'on essaie de la suivre, on constate qu'elle est déviée d'un côté, c'est ça en pointillé qu'on trace. Et elle est déviée seulement, pourquoi? Parce que la ligne médiane parce que le cerveau, l'hémisphère cérébro-latéral, l'hémisphère cérébral du côté droit est en train de faire hernie pour chercher l'espace en allant vers son homologue contour latéral et en passant sous la faute du cerveau. Donc, on donne ce qu'on appelle l'engagement sous-factoriel. Et une autre complication, là, si bien vu hier, c'est l'engagement temporal qui est représenté par un effacement des systèmes périmésencéphaliques. Ici, au niveau de l'astérisque, tout autour du tronc cérébral, il y a les hémisphères, il y a les systèmes où il y a l'espace du liquide céphalo-rachidien. Le liquide, maintenant, va se retrouver comprimé d'un côté, sur le côté où il y aura l'engagement. Et quand il est comprimé, il y a effacement de la cystène, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le liquide céphalo-rachidien qui est entre le tronc cérébral, ici à gauche, et le lobe temporal. Là, il y a le point d'astérisque. Et par ricochet, il résulte ce qu'on appelle l'élargissement de la cystène ambiante homolatérale. C'est-à-dire, ici en arrière, vous voyez là où il y a ma flèche, là, la cystène là est dilatée, elle ne doit pas être dilatée comme ça. C'est parce qu'il y a un risque, il y a un début d'engagement temporal. Et on l'a vu enfin, en terminant, toujours hier, l'engagement tonsillaire, c'est-à-dire la hernie des amygdales cérébelleuses vers le trou d'occipital ou le foramen de Magnum. Ces engagements sont des complications. Donc, ce qui fait que tout au long de l'interprétation du scanner pour une pathologie tumorale, vous devez garder en esprit ces différentes étapes, c'est-à-dire la localisation de la tumeur,
de pouvoir nous donner l'aspect de la lésion. Est-ce que c'est une lésion kystique solide? Est-ce qu'il y a une prise de contraste? Est-ce qu'il y a des calcifications? Est-ce qu'il existe des complications, notamment l'hydrocéphalie ou alors un engagement? Et le plus souvent aussi, parfois, combien de lésions existent sur le scanner? Ne pas oublier que le meilleur examen radiologique reste l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet de mieux appréhender les lésions. Mais le scanner peut aussi nous donner une orientation. Et ces images radiologiques ne peuvent qu'être des diagnostics de présomption. C'est l'histologie, seule l'histologie donne le diagnostic de certitude. Nous allons entrer en détail sur les différentes tumeurs qui, sur le scanner cérébral, peuvent d'emblée déjà nous donner une idée de quel type de tumeur il s'agit. Nous allons commencer par les tumeurs gliales. Les tumeurs gliales sont les tumeurs qui se développent à partir des cellules gliales. Et parmi les cellules gliales, nous avons les astrocytes et les oligodendrocytes. Les tumeurs qui se trouvent au niveau des astrocytes nous donnent les astrocytomes. Les tumeurs qui se trouvent au niveau des oligodendrocytes nous donnent les oligodendrogliomes. Nous allons commencer. Et les tumeurs gliales se subdivisent en deux grands groupes. Il y a les tumeurs dites de bas grade. Ça veut dire quoi? C'est les tumeurs qui ne sont pas très agressives. Parfois, on les appelle les tumeurs non infiltrantes. Le plus souvent, ce sont les tumeurs que, lorsqu'on fait l'histologie, l'analyse anatomopathologique, révèle que ce sont les tumeurs qui sont le plus souvent des grades 1 ou des grades 2. Ça, ce sont le plus souvent les tumeurs de bas grade, c'est-à-dire les tumeurs non infiltrantes, les tumeurs qui ne sont pas agressives. Et parmi les tumeurs gliales non infiltrantes, si on prend les astrocytomes, le grade 1, il y a une entité qu'on appelle l'astrocytome pilocytique. Je vous ai sélectionné toutes les tumeurs qui, d'emblée avec le scanner, vous pouvez déjà vous orienter si c'est une tumeur, vous pouvez poser le diagnostic de tumeur. L'astrocytome pilocytique est une tumeur de grade 1 qui s'observe principalement chez l'enfant et l'adolescent et se localise le plus souvent au niveau de l'hémisphère cérébelleux. L'imagerie le radiologue, lorsqu'il vous donne un compte rendu d'imagerie, il a besoin de ce qu'on appelle les données cliniques, c'est-à-dire l'anamnèse et l'examen clinique. Pourquoi? Parce qu'il y a des tumeurs qui ont un développement, qui se développent plus à un certain âge et qui sont plus fréquents chez les enfants ou plus fréquents chez les adultes. Et lorsque le radiologue a toutes ces données, ça lui permet, dans son interprétation, de pouvoir émettre des conclusions en disant que non, ça, c'est peut-être un astrocytome pilocytique. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est chez un enfant et il a une lésion qui est au niveau de l'hémisphère cérébelleux. Comment se présente donc sur un scanner cérébral l'astrocytome pilocytique? La tumeur cérébrale, pour l'imagerie, a toujours besoin d'être interprétée avec les deux fenêtres, c'est-à-dire la fenêtre parenchymateuse sans injection de produit de contraste et la fenêtre avec injection de produit de contraste. Sur ce scanner, vous voyez par exemple deux coupes, l'une sans et avec injection de produit de contraste. On constate que s'il faut interpréter, je vais dire que j'ai une lésion hypodense d'allure kystique qui est localisée en sous-tentoriel, parce que c'est au niveau du cervelet, et où exactement au niveau de l'hémisphère cérébelleux du côté droit. Cette lésion a deux portions, une portion kystique et une portion charnue, c'est-à-dire solide, qui est en périphérie. Et après injection de produit de contraste, je constate que j'ai un rehaussement de la portion charnue. En plus, cette lésion exerce un effet de masse sur le quatrième ventricule que voici, avec
avec mon curseur, j'ai une compression du quatrième ventricule qui entraîne une dilatation en amont du système ventriculaire, dans une hydrocéphalie. Donc ici, j'ai en face de moi une tumeur cérébrale, la fosse postérieure, qui se complique d'une hydrocéphalie. Lorsqu'on vous demande d'interpréter, vous allez dire lésion hypodense, deux portions charnues et kystiques, la portion charnue étant en périphérique, localisation hémisphère cérébelleux, l'hémisphère cérébelleux du côté droit. Et la lésion fait quoi? La lésion, après un jour de produit contraste, on a un rehaussement du nodule mural, le plus souvent dit nodule mural, qui s'est rehaussé. Et en plus de ça, la lésion fait quoi? Elle fait un effet de masse sur le quatrième ventricule et elle entraîne en amont une dilatation des ventricules, donc c'est-à-dire une hydrocéphalie. À côté toujours des tumeurs de bas grade glial, j'ai pris un aspect particulier qui est l'astrocytome pilocytique. Je vais revenir en arrière. Pourquoi j'ai pris l'astrocytome pilocytique? L'image scanographique, gardez cette image dans votre tête, ce cliché. L'image scanographique des atomes pilocytiques ne change jamais. C'est toujours comme tel que vous voyez sur cette diapositive. Une lésion expansive cérébelleuse qui a d'allure kystique et qui a un nodule mural qui se rehausse toujours après injection de produit contraste. Ce sera toujours comme ça. La lésion d'astrocytome pilocytique, elle ne va jamais changer. C'est pour ça que d'emblée, déjà avec le scanner, on peut dire ça, c'est un astrocytome pilocytique. Normalement, c'est l'histologie qui doit nous dire que c'est ça, mais le scanner nous oriente d'emblée déjà avec les imageries. C'est une imagerie qu'il faut garder dans l'esprit. C'est toujours comme ça que les atomes vont se présenter. Maintenant, comment vont se présenter les autres tumeurs gliales de bas grade, qui sont les astrocytomes, si je prends le cas des astrocytomes ou alors les oligodendrogliomes? Au scanner, ce sera des lésions qui sont corticales et sous-corticales, d'aspect hypodense, faiblement hétérogène. Exceptionnellement, elles seront isodenses. Les contours seront souvent nets. Elles ne seront jamais rehaussées après un genre de produit de contraste. Et parfois, on peut avoir des calcifications. Le plus souvent, on les confond toujours avec l'AVC ischémique. Pourquoi? Sur ce scanner, en A, si vous recevez un patient aux urgences, on vous dit qu'il est venu consulter pour un déficit neurologique d'installation rapidement progressive sur 24-48 heures et il a des céphalées et vous demandez un bilan, un scanner cérébral, on vous montre le cliché de scanner sans injection de produit de contraste. D'emblée, quand vous voyez ce cliché, cette coupe axiale, vous pouvez dire que ça, c'est un AVC ischémique du territoire de la sylvienne superficielle parce qu'on a une hypodensité. Mais à la surprise, quand on injecte le produit de contraste, on constate qu'il n'y a pas de prise de contraste en B. On n'observe aucune prise de contraste. Ça, généralement, ce sont les gliomes de bas grade qui donnent ce type de présentation au niveau du scanner. Donc, c'est-à-dire avant et après un genre de produit de contraste, on visualise la lésion qui ne se rehausse jamais. Ça, c'est de façon générale. Mais comme notre but ici, c'est d'interpréter le scanner qui est devant nous, si on vous donne le cliché en A, d'interpréter, vous allez dire quoi? Moi, je vais dire, sous ce scanner, sur cette coupe axiale du scanner cérébral, sans injection de produit de contraste, nous avons une lésion. Anomalie de densité, c'est quoi? Hypodense. Localisation fronto-pariétale. De quel côté? Du côté gauche. Cette lésion, après injection de produit de contraste, ne se rehausse pas et elle exerce un effet de masse sur la corne frontale du ventricule latéral du même côté. Est-ce qu'elle dévie la ligne médiane? Pas de déviation de la ligne médiane. Si je trace une ligne ici qui prend du pôle antérieur pour le pôle postérieur, vous n'aurez pas de déviation de la ligne médiane. Donc, ça c'est une lésion qui ne dévie pas la ligne médiane. Et diagnostic, je peux dire en premier, il s'agit peut-être d'un gliome de bas grade. Pourquoi? Parce que ça n'a pas pris le contraste. Et en plus, c'est une lésion qui est bien limitée. On peut bien la limiter là. Les tumeurs bénignes sont toujours bien délimitées. Je peux bien faire les contours de ma lésion. Ça, c'est un gliome de bas grade. À l'opposé des tumeurs de bas grade, il y a les tumeurs de haut grade, tumeurs de haut grade. Ce sont des tumeurs qui, au scanner, demandent toujours des lésions hypodenses.
qui peuvent être, et quand on dit hétérogène, ça veut dire que ça peut être un peu noir et un peu blanc. Donc, l'hypodance est hétérogène, où les contours ne sont pas toujours nets. Et la prise de contraste est souvent avérée, c'est-à-dire ou hétérogène, homogène ou hétérogène. Et il faut savoir que la présence de la prise de contraste annulaire oriente toujours vers un glioblastome. Pourquoi? Les tumeurs de haut grade, il y a deux. Il y a les tumeurs de grade 3 sur le plan histologique et les tumeurs de grade 4. Les tumeurs de grade 4 sont les tumeurs malignes. Et dans les tumeurs gliales, la tumeur de grade 4, on l'appelle le glioblastome. Et le glioblastome, lui, la prise de contraste est toujours annulaire. Ok, après. Et sachez qu'on peut toujours avoir des calcifications qui sont en hyperdensité et on peut avoir aussi un foyer hémorragique parce que la tumeur peut saigner et ça donne encore une hyperdensité. Il peut y avoir un hématome qui est en dessous. Donc, pour les tumeurs gliales, pour interpréter, retenez que ce sont des lésions hypodenses. Soit la lésion va être hétérogène, c'est-à-dire que hypo est un peu hyperdense au départ, sans injection de produit de contraste. Les contours ne seront pas nets, donc les contours seront irréguliers. Et quand on va injecter le produit de contraste, il y aura prise de contraste. Soit la prise de contraste va être hétérogène, donc mélangée avec pas de façon homogène, que c'est toute la lésion qui prend le contraste, mais hétérogène. Ou alors la prise de contraste va être annulaire. Là, vous savez que ça oriente vers un grade 4, c'est-à-dire un glioblastome. Par exemple, ici, on a un gliome de haut grade. Regardez, sur un scanner cérébral qui montre une lésion hypodense qui est au niveau du lobe temporal dans sa partie postérieure. Cette hypodensité a en son sein une hyperdensité qui oriente vers des calcifications. Donc, c'est ça qui est hyperdense, les calcifications hyperdenses là. Et dès qu'on a injecté le produit de contraste, qu'est-ce qui s'est passé? La lésion a été bien visible. On a vu comment la prise de contraste a été cette fois-ci en périphérie. Là où il y a ma flèche, en périphérie. Il y a une prise de contraste. Et quand on voit les contours, regardez très bien ici, à gauche, sur la coupe A. Il est difficile de délimiter les contours nets de la tumeur. Je ne sais pas si c'est elle qui prend partout aussi là, non. Il est difficile de délimiter. Donc, les contours sont irréguliers. Et lorsqu'on regarde bien, tout autour de là, il y a un édème périlésionnaire qui est apparu. La même chose, voici l'œdème qui est tout autour là. Et la lésion, la prise de contraste a un peu fait un titre annulaire. Et les calcifications sont toujours présentes, l'hyperdensité là. Vous voyez une lésion comme ça c'est une lésion, c'est une tumeur et probablement un gliome de haut grade. Et ce n'est que l'histologie qui va nous confirmer que c'est un oligodendrogliome ou pas. Et il y a une caractéristique particulière des oligodendrogliomes. C'est quoi? C'est qu'eux, ils donnent les calcifications. Donc, on sait déjà d'emblée que si au scanner, on voit les calcifications sur une lésion tumorale et qu'on pense que c'est un glial, c'est une tumeur gliale, ça peut être un oligodendrogliome parce que c'est eux qui, le plus souvent, donnent des calcifications. Pourquoi ce n'est pas un astrocytome? Parce que l'astrocytome ne donne pas le plus souvent des calcifications. Ici, même chose, gliome de haut grade, j'ai une tumeur qui, après un jeune produit de contraste, se présente de façon annulaire, c'est-à-dire qu'on a une hypodensité qui est entourée par une prise de contraste annulaire. Et tout autour de la prise de contraste, il y a un léger, c'est-à-dire qu'il y a un œdème qui est matérialisé sur le scanner par une hypodensité périphérique, que vous voyez là. Et l'effet de masse existe, oui ou non? Oui, voici le quatrième ventricule qui est légèrement comprimé par la tumeur. Mais est-ce qu'il y a retentissement? Il faut qu'on voie d'autres coups pour savoir si le système, s'il y a hydrocéphalie ou pas ici. Avec une seule coupe, on ne peut pas décider. Donc, ici, sur cette image, on a, après un produit de contraste, un processus expansif qui s'est développé au niveau de l'hémisphère cérébelleux droit. Cette lésion présente une nécrose centrale avec une prise de contraste périphérique annulaire et régulière. Et ça oriente vers un gliome de haut grade. Ça peut être une glioblastome. Plus tard, on verra qu'il n'y a pas que seulement le glioblastome qui donne ce type d'aspect. Il y aura d'autres, qui seront détaillés. Donc, pour résumer, donc, il faut savoir que
Les gliales, les tumeurs de bas grade chez eux, ce sont des lésions hypodenses ou isodenses. Les contours sont nets et quand on ingère le produit de contraste, il n'y a pas de rehaussement. Les calcifications peuvent exister, l'effet de masse peut exister et les complications telles que l'engagement et l'hydrocéphalie peuvent exister. Mais la caractéristique, c'est quoi? C'est que ce sont des lésions hypodenses ou isodenses et chez qui, lorsqu'on fait une injection de produit de contraste, il ne se rehausse pas et les contours sont le plus souvent nets. C'est le cas avec ce scanner si on a une lésion hypodense dont les contours sont bien nets et après une injection de produit de contraste, il n'y a pas de rehaussement. Ça, c'est un gliome de bas grade, c'est-à-dire les lésions de grade 1 ou grade 2 de l'OMS. À côté d'eux, on a les tumeurs de gros grade. Chez eux, c'est des lésions qui peuvent soit hypodenses ou isodenses, mais dont les contours ne sont pas irréguliers, c'est-à-dire qu'ils sont irréguliers. Et la prise de contraste existe. Il y a une prise de contraste qui peut être soit homogène ou hétérogène, ou encore annulaire. Et là, ça oriente vers un glioblastome, c'est-à-dire qu'une lésion de grade 4 de l'OMS. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il peut avoir, les tumeurs peuvent saigner. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir l'histoire de la maladie, parce que le scanner va jamais poser le diagnostic. Un patient peut venir aux urgences, il arrive là, regardez le scanner, la coupe axiale A. C'est un patient qui est venu aux urgences, on a dit, perte de connaissance d'installation, on va dire brutale, perte de connaissance d'installation brutale. On l'amène au scanner, on pense à un AVC. On lui fait le scanner, on voit cette image-ci, sans raison de produit de contraste. On voit une hyperdensité qui est localisée en temporale droite. Quelqu'un va dire d'emblée que ça, c'est un AVC hémorragique qu'il a fait. Mais, surprise, après injection de produit de contraste, qu'est-ce qu'on constate? Qu'à côté de l'hyperdensité qui nous faisait orienter vers un AVC hémorragique, on trouve qu'il y a une lésion qui s'est rehaussée de façon annulaire et en périphérique. Là, à côté de l'hématome. C'est-à-dire que la prise de contraste annulaire nous oriente que non, attendez, ça, ce n'est pas un AVC hémorragique, ça, c'est quelqu'un qui a certainement une lésion tumorale et la tumeur a donc saigné. Et c'est le fait que la tumeur saigne qui a donné une installation, sur le plan clinique, un tableau d'installation brutale qui nous orientait plutôt vers un AVC hémorragique. Pourtant, c'est une tumeur qui avait saigné. Et on a pu mettre en évidence, grâce au scanner, la tumeur à cause de la prise de contraste annulaire qui était en périphérie de l'hématome. Et cette prise de contraste annulaire oriente le plus vers une tumeur. Et on sait très bien que lorsque la prise de contraste devient annulaire, c'est-à-dire qu'en périphérie, c'est-à-dire que le centre hypodense nécrosé et la prise de contraste est en périphérie, c'est le plus souvent les tumeurs de grade 4. Donc, pense ici d'emblée à un glioblastome hémorragique. Donc, les coupes injectées sont très importantes. Quand vous avez un patient chez qui vous avez fait l'observation médicale et vous suspectez à la fin, dans vos hypothèses diagnostiques, que c'est peut-être tumoral. Et pour conforter votre examen, votre diagnostic, vous demandez une imagerie. Lorsque vous allez interpréter votre imagerie, ne vous focalisez pas uniquement sur les coupes sans injection de produit de contraste. Il vous faut comparer avec les coupes avec injection de produit de contraste pour pouvoir avoir les caractéristiques exactes de votre tumeur. À côté des tumeurs gliales, il y a des tumeurs qui sont aussi facilement identifiables et on peut avoir une présomption diagnostique au scanner. Ce sont des tumeurs du quatrième ventricule. Les tumeurs de du quatrième ventricule, le plus souvent, on les appelle les épendymomes. Les épendymomes de la fosse postérieure, c'est-à-dire les épendymomes du quatrième ventricule, vous ai dit tantôt que dans la fosse postérieure, on a le cervelet, le quatrième ventricule, le tronc cérébral. Tout ce qui se développe au niveau de ces structures sont pour donner des tumeurs dites sous-tentorielles, que ce soit au niveau des parenchymes ou au niveau des nerfs. Et je vous ai dit, on sait d'emblée que c'est un épendymome au scanner parce qu'on a déjà fait des statistiques, sachant qu'il nous oriente vers nos diagnostics de présomption, c'est-à-dire on sait que c'est un enfant et les tumeurs sous la fosse postérieure sont plus fréquentes chez un enfant, chez les enfants de moins de 5 ans. Et si la lésion au niveau du quatrième ventricule, ça ne peut qu'être un épendymome, parce que c'est le plus fréquent. C'est pour ça qu'au scanner, vous pouvez dire que ça, c'est un épendymome, mais la preuve histologique reste le seul pour le diagnostic de certitude. Dans les épendymomes, c'est le cas de la fosse postérieure et c'est particulièrement fréquent et s'observe plutôt chez les enfants à l'âge de 5 ans.
et ils se développent au sein même du ventricule et ils s'étendent vers les récifs latéraux, c'est-à-dire les récifs de Louchka et le tour de Magendie. Et peuvent donc entraîner parfois des engagements tonsillaires s'ils sont de gros volumes et ou alors des hydrocéphalies en termes de complications. Comment se présente sur le scanner une lésion, un épendymome? L'épendymome, généralement, se présente tel que vous le voyez sur cette diapositive. C'est une diapo qu'il faut garder en esprit parce que l'épendymome du V4 ne va jamais changer. Sur le scanner, la coupe là sera toujours comme ceci. Ce sera quoi? Sans agent de produit de contraste, vous allez constater qu'il y a un volumineux processus expansif qui va occuper le V4. Ici, quand on regarde la fosse postérieure, c'est-à-dire que le cervelet, normalement, je dois avoir le quatrième ventricule ici, là, mais je ne le visualise pas parce qu'il y a quelque chose qui a occupé la place. Et c'est un processus expansif. Et à côté de ça, je constate qu'il y a une hyperdensité, comme des calcifications que je trouve à l'intérieur. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas le plexus choroïde, ce n'est pas le gangle pénéal, ce n'est pas l'os, ça ne peut qu'être la calcification. Et le processus que je vois là, quand j'injecte le produit de contraste, la lésion que je ne voyais pas très bien, je peux maintenant mieux cerner les contours. J'ai une prise de contraste hétérogène, c'est-à-dire qui est beaucoup plus annulaire en périphérie avec un centre nécrotique. Et la lésion, quand vous avez déjà donné la densité, vous avez donné la prise de contraste, vous avez donné la localisation. Troisième étape, il faut voir est-ce qu'il y a un effet de masse. Il y a un effet de masse, bien sûr, sur le quatrième ventricule. Est-ce qu'il y a une complication? Oui, il y a une complication. Je vois comment les ventricules latéraux sont dilatés, notamment au niveau des cônes temporaux. Au niveau de la cône temporale, autant pour moi, droite ou gauche, et au niveau des cônes frontales. Et aussi au milieu, si j'ai le troisième ventricule qui est dilaté. Après les épendymomes du quatrième ventricule, qui peuvent être bien diagnostiqués par le scanner, nous avons les tumeurs du plexus choroïde qui peuvent aussi être très bien diagnostiquées à travers un scanner cérébral. En fait, ce sont des tumeurs qui vont présenter des contours irréguliers, qui peuvent être soit iso ou légèrement hyperdenses sans injection de produit de contraste. On peut observer des calcifications et lorsqu'on injecte le produit de contraste, il prend le contraste de façon intense et homogène. Il nous oriente vers les papillomes. Si le rehaussement est homogène, ce sera le papillome. Le papillome, c'est quoi? C'est une tumeur de plexus choroïde, mais qui est bénigne. Et le carcinome des plexus choroïdes, c'est quoi? C'est une tumeur du plexus choroïde qui est maligne. Si la prise de contraste est hétérogène, ça m'oriente vers un carcinome, mais si la prise de contraste est homogène, ça m'oriente vers une tumeur bénigne dans un papillome. Ici, vous avez un papillome du plexus choroïde. Dommage que je n'ai pas mis la coupe scanographique avant l'injection de produit de contraste. Ici, on voit ça, on a déjà injecté le produit de contraste, on constate qu'il y a une tumeur qui se développe à l'intérieur du ventricule. Quelque chose qui se développe à l'intérieur du ventricule ne peut qu'être une tumeur qui a atteint le plexus choroïde. Et quelle est l'interprétation scanographique ou bien l'élément en faveur de ce diagnostic sur le scanner? C'est le fait que je constate qu'il y a une dilatation des ventricules. Les ventricules ne doivent pas être comme ça. Elles sont trop dilatées. J'ai les cônes frontales qui sont dilatées. J'ai le troisième ventricule qui est dilaté. J'ai les cônes occipitales qui sont dilatées. Et pourquoi? C'est parce que le plexus choroïde, qui est la structure de production de LCR, si un tumeur se développe au niveau des plexus choroïdes, l'activité, c'est-à-dire la fonction du plexus choroïde va augmenter. Il y aura une surproduction ou alors une hyperproduction de liquide céphalorachidien qui va se manifester par l'hydrocéphalie. Et c'est une lésion que d'emblée au scanner, on peut déjà dire que ça, c'est un papillome du plexus choroïde. Pourquoi? Parce qu'on a une lésion qui est localisée dans le ventricule, plus précisément au niveau du plexus choroïde, qui était isodense ou alors hypodense, qui était isodense avant l'injection de produit de contraste. Et lorsqu'on a injecté le produit de contraste, ça a été rehaussé de façon intense. Intense veut dire que toute la tumeur est devenue blanche à cause de la prise de contraste. Si l'hyperdensité était hétérogène, c'est-à-dire si la prise de contraste était hétérogène, c'est-à-dire que quoi, on aurait des zones blanches et des zones noires. Donc les zones d'hyperdensité, d'hypodensité, c'est-à-dire que la prise de contraste est hétérogène. Ça allait plutôt m'orienter vers un carcinome du plexus choroïde, une tumeur maligne. Une autre lésion aussi au scanner qui peut être d'emblée diagnostiquée,
Ce sont les kystes choloïdes. En fait, le scanner des kystes choloïdes démontre une lésion qui est arrondie, spontanément hyper dense et qui est localisée précisément au niveau de la ligne médiane, c'est-à-dire la ligne à côté du plexus du foramen de Monroe. Ça veut dire quoi? Quand on voit ce scanner, là où il y a la flèche, on a une lésion qui est là arrondie. J'ai une lésion qui est arrondie là. Isodense ou hypodense, ou même un peu spontanément hyperdense. Qui est situé net à l'endroit où le foramen de Monroe doit pouvoir communiquer avec le foramen ventricule. Et lorsqu'elle est très volumineuse, elle va obstruer le foramen de Monroe. Et qu'est-ce qui va résulter comme complication? On aura l'hydrocéphalie, comme dans le cas d'espèces. On voit comment les ventricules sont dilatés. Et l'un des signes aussi qui nous fait comprendre que l'hydrocéphalie, si il faut rapidement agir, c'est quoi? C'est que si, je ne sais pas si vous voyez ma flèche au niveau des cônes occipitales là, il y a une hypodensité qui est simplement ce qu'on appelle une résorption transépendymère. Ça veut dire quoi? Comme le liquide séparo-rachidien est comprimé dans la cône occipitale du ventricule, il essaie de sortir. Et la résorption là, c'est ça qui donne l'hypodensité en image. Ça, ce n'est pas le ventricule n'arrive pas jusqu'ici, ça, c'est plutôt une résorption transépendymère qui montre que l'hydrocéphalie là est active. Et il faut vraiment agir sur le plan neurochirurgical. Donc, les kystes choloïdes sont facilement diagnostiqués au niveau du scanner. C'est une lésion arrondie qui est exactement à l'endroit que vous êtes en train de voir. Regardez très bien cette image parce que c'est toujours comme ça que les kystes choloïdes se présentent. Elles peuvent être isodenses, elles peuvent être hypodenses, elles peuvent être hyperdenses de façon spontanée. Et d'autres lésions toujours qui se développent et qui sont facilement diagnostiquées au niveau scanner, ce sont les tumeurs de la glande pinéale. On a dit que la glande pinéale c'était l'une des structures qui était spontanément hyperdense. Et si vous voyez une lésion qui est censée être spontanément hypodense, mais dont le volume n'est pas comme la norme, c'est-à-dire parce que ici, cette glande pinéale n'est pas normale, elle est spontanément hyperdense, c'est-à-dire qu'on a pas injecté le produit de contraste et elle est hyperdense, mais on constate qu'elle a pris du volume, elle est volumineuse. Et qu'est-ce qui nous pousse encore à dire que cette glande pinéale n'est pas normale? C'est parce qu'il y a un retentissement sur le système ventriculaire. Vous voyez comment le troisième ventricule est dilaté. Les cornes frontales sont dilatées, ainsi que les cornes temporales. Elles sont toutes dilatées. Ça veut dire que là, c'est une lésion tumorale qui comprime la circulation de LCR. Et vous pouvez d'emblée dire que ça, c'est une tumeur de la glande pinéale, rien qu'à partir de votre scanner cérébral. Bien évidemment, l'histologie reste le seul examen pour le diagnostic de certitude. Il y a aussi ce qu'on appelle les neurocytomes. Ce sont les tumeurs toujours qui sont à l'intérieur du système ventriculaire, donc les tumeurs intraventriculaires, qui aussi d'emblée avec le scanner, on peut déjà dire qu'il s'agit de ces pathologies. Pourquoi? Parce qu'au niveau du scanner, on aura des masses, une tumeur hyper dense, calcifiée, parce que c'est une hyperdensité de calcification. Vous voyez que c'est comme l'os. Donc, vous pouvez dire que c'est une tumeur calcifiée et qui est localisée à l'intérieur des ventricules. Et quelqu'un pourrait dire que c'est un tumeur du plexus choroïde. Non, parce que le plexus choroïde les positions ne sont pas partout sur le ventricule. Ne tapissent pas toutes les parois des ventricules. Elles ont un endroit précis dans les ventricules où elles sont localisées. Dans le cas de l'espèce ici chez nous, la tumeur qu'on voit là, ce n'est pas un plexus choroïde, mais c'est plutôt ce qu'on appelle un neurocytome. Toujours parmi les tumeurs qui sont facilement diagnostiquées par le scanner, nous avons ce qu'on appelle les médulloblastomes. Le médulloblastome, on sait d'emblée que c'est une tumeur qui est localisée au niveau de la fosse postérieure, au niveau du cervelet, et qu'elle touche précisément la partie médiane du cervelet qu'on appelle le vermis. C'est toujours là-bas que le médulloblastome va se développer. C'est une tumeur agressive, parce qu'elle est de grade 4, quand on analyse histologiquement. Et au scanner sans agent de produit de contraste, la lésion présente souvent une discrète hyperdensité. Dans près de 90% des cas, on peut avoir des calcifications qui sont présentes, comme voici, tel est le cas ici. C'est-à-dire, je vois une lésion qui est nette à la partie centrale.
Si vous vous rappelez de l'imagerie sur la solution pilocytique, la lésion était plutôt hémisphérique, c'est-à-dire que c'était soit du côté de l'hémisphère droit, ou du côté de l'hémisphère gauche. Mais quand la lésion est déjà médiane, vernière, vous n'allez pas dire que c'est une solution pilocytique. Vous pensez d'abord à un méduloblastome parce que c'est la lésion la plus fréquente dans ces zones-là. Et lorsqu'on injecte le produit de contraste, la lésion se rehausse de façon annulaire avec un centre nécrotique et l'effet de masse, c'est un effet de masse sur le quatrième ventricule. Vous voyez comment la lésion a comprimé carrément le quatrième ventricule et la complication qu'on a en amont, c'est quoi? C'est une dilatation du système ventriculaire, c'est-à-dire une hydrocéphalie. Voilà le troisième ventricule qui est dilaté, voilà la corne temporale qui est dilatée également. Ça, c'est un méduloblastome. S'il faut interpréter, on va dire une lésion hyperdense, une lésion hypodense qui est l'occasion du vermis, qui après une prise de contraste, il y a une prise de contraste annulaire avec un centre nécrotique et compression du quatrième ventricule avec dilatation du système ventriculaire en amont, donc hydrocéphalie. Les tumeurs, comme vous l'avez appris depuis la classe de troisième, c'est qu'il y a les tumeurs bénignes et il y a les tumeurs malignes. Les tumeurs les plus fréquentes au niveau du système nerveux central, ce sont les métastases. La plupart des tumeurs que vous allez rencontrer au niveau du cerveau, ce sont les métastases à côté des tumeurs primitives. Les métastases cérébrales ont trois aspects qu'il faut connaître au niveau du scanner. C'est que cela aborde d'emblée des lésions le plus souvent multiples. Donc, ça donne des lésions qui sont disséminées, plusieurs lésions. Ce n'est pas une seule lésion, mais dans 25% des cas, on peut avoir une seule lésion. Elles sont beaucoup plus localisées au niveau des hémisphères cérébraux, c'est-à-dire qu'en étage sustentoriel. Très peu, c'est-à-dire moins de 15% seront au niveau du cervelet. Et lorsque vous examinez très bien le scanner, vous allez voir que ce sont les lésions qui sont le plus souvent à la jonction entre la substance grise et la substance blanche. Bien évidemment, c'est l'IRM qui est le plus sensible pour le dépister. Mais le scanner peut quand même néanmoins nous donner une présomption. Le plus souvent, lorsque vous avez une lésion suspecte de métastase au niveau au scanner, il est important de compléter votre imagerie par une IRM. Vous serez surpris de voir que si le scanner montre une seule lésion, l'IRM va nous montrer d'autres lésions qui ne sont pas visibles au niveau du scanner. Mais déjà d'emblée avec le scanner, on peut déjà avoir une présomption que c'est une métastase cérébrale. Et nous sommes toujours guidés par l'histoire clinique du patient. Donc, les métastases vont apparaître comment sur le scanner? Ce sera des lésions le plus souvent hypodenses. Elles peuvent être isodenses, c'est-à-dire avoir la même densité que le reste du parenchyme cérébral. Ou alors être hyperdense. Ça, c'est quand il y a peut-être une transformation hémorragique, c'est-à-dire que la lésion saigne, comme on a vu le cas d'espèce tout à l'heure. Il peut exister des calcifications, c'est-à-dire des petits points hyperdenses calciques. Mais la prise de contraste, elle est présente et elle est le plus souvent nodulaire, c'est-à-dire que ça prend toute la lésion, ou alors annulaire, c'est-à-dire que ça entoure la périphérie de la lésion. Et elle s'accompagne toujours d'un édème périlésionnel, comme toute autre tumeur, c'est-à-dire une hypodensité qui est tout autour de la lésion que vous pensez que c'est une tumeur. C'est ça l'édème périlésionnel. Ici, par exemple, dans les métastases cérébrales, vous voyez, sur ce scanner, on voit de multiples lésions nodulaires, hyper denses après l'injection de produits de contraste, qui se sont rehaussées après l'injection de produits de contraste, qui sont multiples. Et quand on dit que ça se localise vers la jonction substance grise, substance blanche, vous voyez que c'est beaucoup plus en périphérie. C'est-à-dire entre la substance grise et le début de la substance blanche. Les lésions, elles sont beaucoup plus en périphérie. Dès que vous les voyez là, elles sont multiples. Ça, c'est un patient qui a une métastase cérébrale. Dans le scanner, je vois ce genre de lésions. Si je dis, tiens, je pense à une métastase cérébrale. Mais il faut toujours avoir la preuve histologique. C'est-à-dire pour rechercher le primitif. Où est-ce que cette tumeur est partie? Vous recevez aux urgences une patiente de 80 ans qui a un cancer colique et un syndrome cérébelleux cinétique droit. Vous demandez un scanner cérébral sans et avec injection de produit de contraste. Qu'est-ce que nous montre ce scanner? Sur ce scanner, sans injection de produit de contraste, j'ai une lésion, là il y a ma flèche arrondie, hyper dense, topographie hémisphérique
du côté droit. Après la topographie, on donne. Est-ce qu'il y a une prise de contraste qui est spontanément légèrement hyper dense et qui se rehausse après prise de contraste? Quand je vois après la prise de contraste, la lésion est devenue de plus en plus blanche. Donc, lésion hyper dense, hémisphérique droite qui se rehausse après injection de produit de contraste. Est-ce qu'il y a un effet de masse qui exerce un effet de masse sur le quatrième ventricule? Voilà le quatrième ventricule que je vois qui est en train d'être comprimé. Est-ce qu'il y a un œdème périlésionnel avec une hypodensité tout autour de la lésion qui signe un œdème périlésionnel? Très bien. Est-ce qu'il y a une complication? Oui. Je constate que les ventricules, les cônes temporales des ventricules sont en train, droite et gauche sont en train de se dilater. Donc, je suis en face d'une lésion probablement métastatique. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, j'ai appris, je sais que la patiente souffre d'un cancer colique et je sais que c'est une tumeur digestive qui a le potentiel de métastaser au niveau cérébral. Et elle a comme prédilection la fosse postérieure. Je peux d'emblée dire comme diagnostic qu'il s'agit ici d'une métastase cérébrale d'un cancer colique. Mais pour l'interprétation, je répète, vous prenez d'abord le cliché sans injection de produit de contraste, vous constatez que la lésion est hyper dense pour l'anomalie de densité, vous donnez la topographie. Ici, dans le cas d'espèce, elle est hémisphérique au niveau du cervelet du côté droit. Vous dites, est-ce qu'il y a prise de contraste? Vous regardez le cliché avec injection de produit de contraste, vous constatez qu'il y a un rehaussement de la prise de contraste, c'est bien. 2, 4, est-ce qu'il y a un œdème périlésionnel? Oui, on constate qu'il y a une hypodensité qui entoure la lésion, donc il y a un œdème périlésionnel. Maintenant, 5, est-ce qu'il y a un effet de masse? Oui, je regarde le quatrième ventricule, je constate qu'il est comprimé par la lésion, il y a une compression du quatrième ventricule. 6, est-ce qu'il y a un retentissement, c'est-à-dire une complication? Oui, j'ai une hydrocéphalie. Pourquoi? Parce que je constate que les cornes temporales des ventricules latéraux sont dilatés. Donc, diagnostic, tumeur, métastase probable d'un cancer colique compliqué d'une hydrocéphalie. À côté des tumeurs intra-axiales, parce que toutes les tumeurs que je viens de vous montrer, c'était des tumeurs intra-axiales, c'est-à-dire qui se développaient à l'intérieur du parenchyme cérébral, en dehors des plexus choroïdes et des tumeurs de la glande des neurocytomes qui est à l'intérieur du ventricule. Le reste, là, c'est les tumeurs intra-axiales. On a les tumeurs qui sont dites extra-axiales, c'est-à-dire qui se développent à partir des méninges. On les appelle les méningiomes. Le méningiome a son aspect scanographique caractéristique que vous devez connaître. C'est pour ça que j'ai mis cette diapositive. C'est une coupe scanographique qui, au départ, la lésion est de la même densité que le parenchyme cérébral, c'est-à-dire en A. Quand on n'a pas encore injecté le produit contre la lésion est isodense. Vous n'arrivez pas bien distinguer entre la lésion et le reste du cerveau. Mais ce qui attire mon aspect qu'il y a une anomalie, c'est parce que quand je compare le côté gauche et le côté droit, ce n'est pas la même chose. Ici, on a un truc qui est bizarre qui se fait voir. Donc, j'ai une lésion probablement là qui est isodense. Et je peux bien avoir les contours de ma lésion parce qu'elle est vraiment nette. Elle est vraiment nette, isodense, elle est bien nette là. Et j'ai toujours aux alentours de la lésion un œdème périlésionnel qui entoure la lésion. Je sais que dans la zone, il y a une lésion. Et dès que j'ai le produit de contraste, sachez que les méningiomes se rehaussent toujours de façon intense. J'ai un rehaussement homogène, intense de la lésion. Et le méningiome s'insère toujours quelque part, à partir soit de l'os ou bien de la dure, mais quand je regarde ma lésion, je constate que là où il y a ma flèche là, c'est la zone d'insertion de mon méningiome. Elle s'insère au niveau de l'os frontal. Donc ça, c'est un méningiome. La convexité qui est parasagittale, frontale gauche. Encore un autre méningiome, toujours le méningiome. Les méningiomes, maintenant, ça fonction de la localisation. Soit ça peut être au niveau de la peau, comme vous voyez cette lésion sur le scanner. Si vous avez cette lésion, vous voyez un scanner cérébral qui vous montre une lésion hyper dense. Le méningiome peut être calcifié. Pourquoi? Quand l'hyperdensité est presque comme l'os, sachez qu'il y a les calcifications. Parce que l'hyperdensité non calcique n'est pas comme l'hyperdensité calcique. Ici, là où il y a ma flèche, ça c'est une hyperdensité calcique parce que je vois ça à la même densité que l'os. Ici, par contre, j'ai une hyperdensité. Ici, qui n'est pas comme l'hyperdensité du calcique, si
Mais même comme cette lésion-ci, à la zone où il y a ma flèche, je ne sais pas si tout le monde voit, il y a une calcification, il y a des calcifications à l'intérieur. Vous voyez que l'hyperdensité, c'est la même tonalité, la même densité onirifique que l'os. Là, c'est les calcifications, mais l'eau, que si ce n'est pas les calcifications, là, il y a ma flèche, c'est une hyperdensité normale. Donc, je constate que j'ai une lésion qui est hyper dense là. Et si on injecte le produit de contraste, vous allez constater que ça prend de façon homogène le produit de contraste. Et il y a toujours le dème périlésionnel tel que vous voyez là, l'hypodensité qui entoure la lésion. Et comme c'est un méningiome, il y a une base d'insertion. Ici, dans le cas d'espèce, il y a ma flèche, c'est inséré au niveau de la four du cerveau. Donc, c'est un méningiome de la four du cerveau. Ici, c'est un méningiome qui est plutôt dit ce qu'on appelle de l'angle ponto-cérébelleux. Quelqu'un pourrait dire que ça, c'est une tumeur hémisphérique. Non, ce n'est pas une tumeur hémisphérique parce que si on avait toutes les images, sachez que la tumeur, il faut toujours avoir l'image sans et l'image après. L'image sans injection de mon cœur, c'est tellement une lésion isodense. Et après injection de produit contraste qui s'est rehaussé probablement et qui a pris le contraste. En plus, ici, on constate qu'il y a une calcification. Est-ce qu'il y a un effet de masse? Est-ce qu'il y a un œdème périlosinal? Oui, on a une hypodensité qui entoure la lésion légère. Est-ce qu'il y a un effet de masse? Oui, je ne vois pas le quatrième ventricule, donc il y a une compression du quatrième ventricule. Mais est-ce qu'il y a complication, c'est-à-dire un engagement ou une hydrocéphalie? Pour l'instant, je ne vois pas les dilatations des cônes sur ce cliché. Mais il est meilleur d'avoir les autres groupes pour se rassurer qu'en amont, les ventricules ne sont pas dilatés. Même chose ici, là, c'est les méningiomes. Et le méningiome a une particularité au scanner, c'est qu'il donne parfois ce qu'on appelle des réactions osseuses. C'est une question qu'on aime souvent poser aux étudiants, ou surtout aux résidents, de donner les caractéristiques d'un méningiome plutôt sur le scanner. Le pauvre attend que vous dites que c'est une lésion isodense ou hypodense qui se rehausse de façon intense après prise de contraste. Mais surtout, un terme important, il faut savoir qu'il y a tout ce qu'on appelle réaction osseuse. C'est quoi la réaction osseuse? C'est que le méningiome, sur la fenêtre osseuse, on va se rendre compte que, vous voyez, ça, c'est un méningiome qui s'est développé au niveau de la convexité frontale à droite, mais avec une réaction sur l'os. Quand on regarde l'os du côté droit, celui à ma flèche, vous constatez qu'il y a ce qu'on appelle une ostéolyse. Soit une ostéolyse, soit une ostéocondensation. On constate que dans une partie, l'os a été lisé. Vous voyez comment l'os a été lisé. Vous voyez comment ici, à la face endocrânienne de l'os ici, les contours, la ligne n'est plus très continue parce que l'os est en train d'être lisé. Et de l'autre côté, la face exocrânienne, l'os pousse, un NS croissant. On peut penser que c'est une tumeur osseuse. Non, en fait, c'est la réaction osseuse liée au fait qu'il y a un méningiome qui se développe par cet endroit. Et les méningiomes, ce sont les tumeurs extra-axiales. J'ai dit que les tumeurs extra-axiales, il y en a deux. Celles qui se développent au niveau des méninges et celles qui se développent au niveau des nerfs crâniens. Parmi les tumeurs des nerfs crâniens qui sont facilement aussi diagnosticables sur le scanner, nous avons ce qu'on appelle les neurinomes du 8, les neurinomes ou encore les schwannomes. Les neurinomes se développent à partir des gaines des nerfs. Si c'est une gaine, si c'est au niveau de la huitième paire des nerfs crâniennes, on va dire schwannome du 8. Si c'est au niveau de la septième paire des nerfs, on va dire schwannome du 7. Donc, c'est simplement la nomenclature. Et pour le cas d'espèce, il s'agit d'un neurinome acoustique gauche, c'est-à-dire de la huitième paire des nerfs crâniennes. Pourquoi? Parce que sur le scanner, après, je donne le produit de contraste. J'ai une prise de contraste. Et regardez très bien, si vous comparez le côté opposé, vous constatez que quoi? Ici, on voit bien le conduit auditif interne. Par contre, ici, on constate qu'il y a une lésion qui est carrément au niveau qui entre carrément dans le conduit auditif interne. Il n'est plus libre. Et quel est le nerf qui emprunte le conduit auditif interne comme orifice? Parmi ces nerfs, on a le 8. Donc, il s'agit probablement d'une tumeur, d'un neuronome acoustique. Bien sûr, c'est l'examen clinique et l'histologie qui vont nous poser le diagnostic exact. Mais d'emblée, avec le scanner, on peut dire que ça, c'est une tumeur, un schwannome.
Pourquoi? Parce qu'il aura toujours l'aspect, là, regardez bien ce scanner, c'est toujours comme ça que les schwannomes se présentent, l'aspect en forme de poire, tel que vous voyez là, une lésion une lésion qui peut soit isodense ou hypodense sans gestion de produit de contraste, qui se rehausse après un jeu de produit de contraste de façon homogène et qui est localisé vers ce qu'on appelle l'angle ponto-cérébelleux. Pourquoi on dit ponto-cérébelleux? Parce que ponto vient du pont. Là, c'est le pont qui est ici. Cérébelleux, ça, c'est le cervelet qui est ici. Et ça, c'est une langue. Et la tumeur, elle va se développer à cet endroit. Est-ce qu'il y a un édème périlogénal? Oui. On voit une hypodensité qui est légère autour. Est-ce qu'il y a un effet de masse? Oui. Ça comprime le quatrième matrix que je ne vois pas très bien. Et maintenant, il faut noter s'il y a un retentissement hydrocéphalie en amont. Oui. Quand j'essaie de regarder sur ce scanner, je vois comment la dilatation des cônes temporales, des ventricules latéraux. Il existe aussi d'autres tumeurs qu'il faut connaître, qu'on appelle des kystes aranodiens, qui peuvent être aussi d'emblée diagnostiqués au niveau du scanner. Ce sont les kystes aranodiens. Eux, les kystes, c'est du liquide. Donc, ça apparaît généralement hypodent et ça ne prend pas le contraste. Ne venez pas dire que c'est un gliome de bas grade, parce que comme on a dit tantôt que si les lésions hypodenses qui prennent un peu le contraste sont des lésions de globales. Mais il faut savoir que tout se joue sur la densité. Le radiologue va vous dire si c'est une densité hydrique ou si c'est une densité pas hydrique. Le plus souvent, les kystes sont un peu de densité hydrique et sont tant vers une densité Y en termes d'unité Hounsfield. Donc, et il y a la localisation. Généralement, il y a ce qu'on appelle le kyste aranodien, le kyste se localise le plus souvent au niveau de l'aube temporale, tel que vous le voyez là. C'est une lésion qui est hypodense et quand on injecte le produit de contraste, elle ne prend pas le contraste. Ce n'est pas un gliome de bas grade, mais non, c'est une kyste aranodien à cause de sa localisation qui est très fréquente. Même chose aussi à l'angle ponto-cérébelleux, des lésions hypodenses qui ne prennent pas le contraste et qui sont localisées au niveau de l'angle ponto-cérébelleux. Ce n'est pas un gliome de bas grade de l'angle ponto-cérébelleux, non. Ce sont les kystes aranodiens qu'on va évoquer en premier lieu parce que ce sont des lésions qui sont fréquemment rencontrées à cette topographie. Il existe également d'autres lésions qui touchent le système, qui sont venues du scanner, qui sont les tumeurs qui touchent la partie externe, c'est-à-dire pas l'encéphale, mais cette fois-ci l'os, le crâne en elle-même. Ce sont ce qu'on appelle la plus fréquente, c'est les dysplasies. Les dysplasies, pourquoi? Parce que vous voyez, l'os est hyper ostosé. On a une hyperostose, c'est-à-dire qu'une réaction osseuse là, qui est ostéocondensante. Le plus souvent, le diagnostic, ce sont des dysplasies qui donnent ce type de lésion. Pourquoi dysplasie fibreuse? Parce qu'aussi là, il y a la localisation qui compte. Elle est très importante. Ça, c'est une dysplasie fibreuse, l'occipital droit pour le cas d'espèce. Comme je vous ai tantôt dit, les méningiomes s'accompagnent toujours d'une réaction osseuse. Ici, on a un méningiome de la gouttière olfactive qui, vous voyez, la gouttière olfactive, c'est la zone du sphénoïde, c'est une partie du sphénoïde où je représente avec la flèche net au-dessus du sinus sphénoïde là. Ça, c'est le jugum sphénoïdal. Et vous voyez que, normalement, à cet endroit, on voit qu'il y a une réaction osseuse. L'os est hyper ostosé à cet endroit. À cause de l'os, il y a une ostéocondensation, une hyperactivité des os. Et si j'ai une lésion qui est isodense ou hypodense à l'endroit là, et qui après un jour de produit s'est rehaussé, je peux dire que c'est un méningiome de la gouttière olfactive. Toujours au scanner, on peut être amené à diagnostiquer ce qu'on appelle un crânio-pharyngiome. Crânio-pharyngiome, c'est une tumeur qui se localise dans ce qu'on appelle la région célaire. À la région célaire, on a deux types de tumeurs qui sont diagnostiquées par le scanner aussi. Fréquemment, on a ce qu'on appelle l'adénome hypophysaire, que vous connaissez certainement bien, et on a les crânio-pharyngiomes. Le crânio-pharyngiome, lui, le plus souvent, peut donner des lésions kystiques, mais aussi on peut avoir des lésions mixtes, c'est-à-dire qui sont en même temps charnues, c'est-à-dire solides, ou alors kystiques uniquement. Donc, dans le cas d'espèce ici, j'ai une lésion, j'ai mon scanner qui me montre une lésion qui est au niveau de la région célaire. Cette zone-ci, on appelle la région célaire. Et il faut la connaître déjà comme prérequis dans la radioanatomie. C'est important de savoir que ça, c'est la région célaire et n'est pas souvent comme l'aspect là. Ici, c'est une image qu'il faut garder dans sa tête. Ça, c'est une lésion de la région célaire. Et la lésion là, elle est hypodense. Quand je vois, elle est hypodense par rapport aux autres au reste du parenchyme cérébral. Et
Et après l'injection de produit de contraste, on constate qu'il n'y a pas eu de prise de contraste et que la lésion est restée toujours kystique, c'est-à-dire hypodense. Et il peut avoir des calcifications comme la flèche blanche nous montre. Vous voyez, il y a les petits points blancs là qui ont la même densité que l'os. C'est une hyperdensité calcique. Et ça nous oriente le plus souvent, on va dire, c'est pour cricher, tu ne peux pas dire d'emblée crayon pharyngome, tu vas dire c'est un processus expansif de la région célaire. Maintenant, c'est l'histologie qui va te confirmer si c'est un crânio-pharyngome ou si c'est un adénome hypophysaire. Mais d'emblée, avec le scanner, je peux déjà dire que j'ai un processus expansif qui se développe au niveau de la région célaire. Le macro-adénome hypophysaire, il est identique. C'est-à-dire, le scanner peut nous désorienter déjà. C'est d'emblée des lésions qui, lorsque vous faites la coupe sans injection de produit de contraste, la lésion est isodente. Vous voyez ici en A, vous voyez comment la lésion arrondie là, a la même densité que le reste du parenchyme. Donc, elle est isodense. Vous voyez ici en coupe sagittale, ça là. Et en coupe sagittale, le plus souvent, le macro-adénome a un aspect typique. On dit en bonhomme de neige. Quand vous regardez, vous voyez comment en B, là, un bonhomme de neige est dessiné au niveau de la région célaire. Ça, c'est la selle tussique. Ça, c'est le sinus phoidal. Ça, c'est la selle tussique. Un bonhomme de neige. Et lorsqu'on injecte le produit de contraste, la lésion prend le produit de contraste de façon intense. Et si c'est dans la région célaire, vous pouvez déjà dire, rien qu'à travers le scanner, que c'est un macro-adénome hypophysaire, un adénome hypophysaire. On dit macro à cause de la taille. Vous voyez que cette lésion a une taille supérieure à 1 cm, à 10 mm, donc c'est un macro-adénome hypophysaire. Il peut arriver que les macro-adénomes hypophysaires ont ce qu'on appelle une nécrose à leur centre. Comme ici, voici une lésion qui est dans la selle tussique et qui à son centre est hypodense et en périphérie, c'est hyperdense. C'est un macro-adénome, mais qui a une nécrose en son centre. Il y a à côté des macro-adénomes hypophysaires, les micro-adénomes hypophysaires. Le micro-adénome, c'est quoi? C'est une lésion qui est dans la région célaire. Mais la différence, c'est que elle ne va pas se rehausser après le produit de contraste. On aura une lésion hypodense nodulaire qui est au niveau de la selle tussique. Et dès que tu injectes le produit de contraste, tu constates que tu as la région hypodense qui est restée hypodense, mais l'autre région a été rehaussée par le produit de contraste. Et ce qui a été rehaussé par le produit de contraste, c'est-à-dire qui a pris le produit de contraste, n'est rien d'autre que le reste de la glande hypophysaire normale. Et donc, si au sein d'une hyperdensité après produit de contraste, tu as une zone hypodense et on est dans la selle tussique, tu peux dire que ça, c'est un micro-adénome hypophysaire. Et à la région célaire, il faut faire attention au diagnostic différentiel qui est le méningiome. Parce que le méningiome se diagnostique aussi très bien sur le scanner. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que le diaphragme célaire peut développer à partir du diaphragme célaire, on peut avoir un méningiome qui se développe. Et ça fait semblant, on peut croire que c'est un macro-adénome hypophysaire. Les éléments qui sont en faveur, c'est quoi? C'est que les éléments qui sont en faveur de l'un et de l'autre, c'est quoi? C'est que ce sera toujours des lésions isodenses ou hypodenses. Quand on va injecter le produit de contraste, ils vont se rehausser de façon intense. Les deux le font, le méningiome le fait, l'adénome hypophysaire le fait. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'il faut chercher la base d'insertion. Et on va constater que, certainement, au niveau du diaphragme célaire, il y aura une réaction osseuse ou bien peut-être il y aura une insertion de la tumeur calcifiée qui peut nous orienter vers le méningiome. C'est vraiment difficile de faire la différence entre ces deux lésions. Donc, il faut être très fin dans le regard pour identifier les deux, le méningiome du diaphragme célaire et le macro-adénome hypophysaire. Donc, avant de passer à la pathologie infectieuse, donc voici un peu en gros résumé de façon très succinctive les différentes lésions des pathologies tumorales qui peuvent être diagnostiquées, qui peuvent déjà avoir un diagnostic de présomption sur le scanner cérébral. J'ai sélectionné uniquement les pathologies qui d'emblée déjà, avec le scanner, vous pouvez vous orienter vers une origine tumorale. Et je redis encore et je reprécise encore, il y a les éléments clés dans l'interprétation de scanner pour la tumeur. C'est la notion de prise de contraste, c'est la notion de œdème périlésionnel, c'est-à-dire l'hypodensité qui entoure la lésion. Et il faut toujours rechercher les complications, notamment, c'est-à-dire
les hydrocéphalies ou alors les engagements qui résultent du fait que le processus expansif intracrânien tumoral exerce une pression, un effet de masse à cause de son volume. Parce que cliniquement, le plus souvent, les signes révélateurs de cette tumeur sont souvent les complications, c'est-à-dire l'hydrocéphalie, les signes d'hydrocéphalie, c'est ça qui amène le malade à consulter, ou alors l'engagement qui l'amène à consulter. Je ne sais pas si jusqu'ici on se suit très bien. Pour question de temps, je vais une fois enchaîner la pathologie infectieuse qui ne prend pas beaucoup de temps. Pour qu'on ait le temps d'avoir des questions à la fin pour mieux recadrer et pour me rassurer que vous avez pu avoir une connaissance sur ce que j'ai voulu vous transmettre et essayer de corriger les petites anomalies. À côté des tumeurs, on a les infections. Et qui dit pathologie infectieuse, on voit d'emblée ce qu'on appelle les abcès cérébraux en premier. Et on a également ce qu'on appelle les collections, qui ne sont pas les abcès, mais qui sont du pus à l'intérieur de la cavité crânienne, qui peuvent être soit en extradural, on va parler des empyèmes extraduraux, ou alors en sous-dural, c'est-à-dire entre la pie-mère, entre l'arachnoïde et la dumère, on va parler des empyèmes sous-duraux. Donc, ce sont les trois lésions qui, au scanner, d'emblée, nous orientent vers une origine infectieuse, en fonction toujours, comme je le dis, de la clinique du patient, les signes cliniques que le patient présente et l'imagerie ne peut que vous venir vous donner des diagnostics de présomption de ce que vous avez déjà pensé dans vos hypothèses. Les abcès cérébraux sont les pathologies infectieuses les plus fréquentes. Grâce au scanner, on peut les diagnostiquer. Il faut savoir que l'abcès, c'est quoi? C'est une zone de nécrose, donc une hypodensité purulente qui va être délimitée par une capsule fibreuse. Et la capsule, le plus souvent, prend le contraste, et donc qui sera hyper dense. Et les données de l'imagerie que vous aurez sont conditionnées par le stade évolutif du processus infectieux, donc c'est-à-dire de l'abcès. Parce que l'abcès ne se constitue pas direct d'emblée, elle passe par des différents stades. Au stade initial, on a généralement ce qu'on appelle une encéphalie présuppurative, c'est-à-dire que le pus ne s'est pas encore formé. L'organisme n'a pas encore mis en place la capsule fibreuse pour entourer le liquide purulent. Au départ, c'est ce qu'on appelle une encéphalie présuppurative. Il y a les images scanographiques, mais elles ne sont pas très parlantes. Puis, c'est au stade d'abcès encapsulé vrai que le scanner vraiment nous donne une image diagnosticable. Maintenant, au scanner, comment l'abcès encapsulé va se présenter? Vous avez déjà entendu parler de l'aspect tricortical. C'est-à-dire que c'est quoi? Au centre, vous aurez une lésion qui est hypodense, qui ne correspond plus. La capsule va être visible entre l'hypodensité qui est le pus, qui est central, et l'œdème périphérique qui se constitue toujours, qui est hypodense. Et lorsqu'on va ajuster le produit de contraste, la capsule va se rehausser. Donc, on aura un effet, c'est-à-dire que trocortical, c'est-à-dire qu'on aura une hypodensité en périphérie qui est l'œdème, suivi d'une hyperdensité qui est la capsule après injection, suivi encore d'une hypodensité, cette fois-ci qui est la nécrose centrale, c'est-à-dire qui correspond au pus dans l'abcès. Comment ça se présente sur le scanner? Vous voyez là, j'ai une lésion arrondie qui a un aspect tricortical, c'est-à-dire j'ai une hypodensité qui est autour, qui correspond à l'œdème. J'ai une hyperdensité qui correspond à la capsule et j'ai un centre qui est du pus, qui est hypodense. Et quand j'injecte le produit de contraste, quand je constate que la capsule se rehausse, donc je sais qu'ici d'emblée, c'est un abcès cérébral. Pourquoi il dit que c'est un abcès cérébral? C'est à cause simplement du fait que j'ai l'histoire du patient. Il vient parce qu'il a un syndrome infectieux. Un syndrome infectieux, il a peut-être une sinusite, il a une porte d'entrée, ça peut être une sinusite, ça peut être une endocardite, ça peut être une plaie crânio-cérébrale. Et je dis que non, tiens, s'il fait de la fièvre et avec une porte d'entrée, j'ai un scanner qui me montre un abcès tricortical, ça ne peut qu'être un abcès cérébral. Donc, le diagnostic dépend fortement de la clinique du patient. Mais c'est cet aspect que vous devez retenir, les lésions intra-axiales qui sont hypodenses, qui sont hypodenses en leur centre, qui ont une prise de contraste annulaire, qui correspond à la capsule de E, et un œdème périlésionnel, qui a le plus souvent, dans le cas d'espèce, il y a un effet de masse. Après avoir décrit la lésion, il faut toujours, n'oubliez jamais, est-ce qu'il y a un effet de masse? Oui. Ou je constate que ma lésion, si vous voyez ma flèche, ici, à droite, à gauche, tout le temps, pour moi, je vois bien le ventricule latéral. Mais ici, à gauche, je vois que le ventricule latéral est en train d'être comprimé par la lésion. C'est un effet de masse sur le ventricule latéral. Maintenant, est-ce qu'il y a
déviation dans la ligne médiane. Quand je trace une ligne qui part de la faux antérieure vers la faux postérieure, je constate qu'il y a légèrement une déviation dans la ligne médiane. Donc, je peux dire qu'il y a un début d'engagement. Okay. Donc, et cette image-ci, telle que vous le voyez, vous allez dire que c'est un abcès cérébral en fonction de l'histoire que vous aurez. Mais sachez que les abcès cérébraux, l'image tricorticale, c'est-à-dire telle que dans cette lésion, si on voit un abcès, une hypodensité périphérique, je vois une capsule qui est hyperdense, je vois un centre qui est légèrement hypodense. Il peut dire que ça c'est un abcès, mais attention, même s'il y a une importance prise d'œdème lésionnel, ce n'est pas forcément un abcès. Il existe d'autres lésions qui se présentent de la même façon que l'abcès cérébral. Et elles sont regroupées sur un terme très facile, docteur magique. Donc, magique DR. Pour M, qui peut vous dire que toute lésion que vous allez voir avec l'abcès, avec l'aspect d'hypodensité périphérique qui correspond à l'œdème, du prise de contact annulaire en périphérique et d'un centre hypodense ou isodense, n'hésite pas d'emblée que c'est un abcès. Ça peut être une métastase cérébrale, on a vu. Ça peut être un abcès. Ça peut être un glioblastome, c'est-à-dire une tumeur de haut grade. Un gliome de haut grade, c'est-à-dire de grade 4, c'est-à-dire un glioblastome. Ça peut être un infarctus ou une inflammation, c'est-à-dire que la zone-là ne reçoit pas assez de sang et c'est infarcté. Ça peut être une contusion, c'est-à-dire qui est en voie de résorption, c'est-à-dire c'était du sang et avec le temps, le sang va se résorber, comme on l'a vu avec l'hématome sous-dural aigu hier, qui avait le temps devient chronique. Vous voyez qu'on est quitté d'une hyperdensité pour devenir une hypodensité. C'est la même chose. Ça peut être une contusion qui avait le temps et en train de se résorber et la lésion qui était d'emblée hyperdense au début est maintenant en train d'être hypodense. Et c'est pour ça que quand on prend le scanner après le traumatisme, on constate que la périphérie est encore un peu hyperdense. Ce n'est pas un abcès, ce n'est pas une métastase, ce n'est pas une tumeur, c'est peut-être un infarct, c'est peut-être une contusion. Ça peut être ce qu'on appelle une démyélisation, c'est-à-dire que dans ces zones-là, les neurones, c'est-à-dire la perte de leur myélisation, c'est-à-dire et ça donne l'aspect aussi tricortical, c'est-à-dire un centre qui est nécrotique avec une prise de contraste annulaire et un édème autour. Ça peut être que des radiations. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une irradiation du cerveau pour peut-être une lésion métastatique, il peut arriver une complication qu'on appelle développement d'une tumeur. L'irradiation va brûler. Et quand ça va brûler la zone où il y a la lésion, vous allez voir au scanner, vous pouvez voir un centre qui est nécrotique avec une prise de contraste annulaire et une périphérie hypodense. Vous pensez que c'est un abcès alors que c'est une radiation. Donc, Magic DR doit rester dans votre esprit. Lorsque vous allez faire l'observation médicale, peut-être sur un patient où l'histoire est une histoire d'abcès ou alors de tumeur, et maintenant, quand vous avez l'hypothèse diagnostique, vous posez le diagnostic différentiel, sachez que si on vous donne l'imagerie et que vous voyez que si vous avez un abcès tricortical, faites attention et que l'enseignant vous demande quels sont les autres diagnostics que vous pouvez penser. Rappelez-vous du mot technique magique DR, M pour métastase cérébrale, ça peut être un métastase, ça peut être un abcès, ça peut être un glioblastome, ça peut être une infarctus, une inflammation, une contusion, une élimination ou alors une radiation. Ici, en cuisse, je vous ai mis ce patient qui a une septicémie sur endocardite. J'ai un patient de 44 ans. On vous demande de décrire, donner le diagnostic de faire la conduite à tenir. Qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai des lésions multiples, hypodenses en leur centre, avec prise de contraste annulaire périphérique et entouré d'un édème périlésionnel. Mon diagnostic, quelqu'un va dire d'emblée que quelqu'un peut dire que ce sont les tumeurs, comme c'est plusieurs lésions. On l'a vu, Magic DR. Mais par rapport à mon histoire, j'ai un patient qui a une septicémie. Donc, c'est probablement des germes qui sont quittés par septicémie à partir de son endocardite qui sont peut-être localisés au niveau cérébral. Ça peut être des abcès. Et en plus, même, on a dit tantôt que les métastases cérébrales ont une prédilection pour les jonctions substance blanche, substance grise. C'est-à-dire qu'eux, ils vont se retrouver à la périphérie. Là où c'est-à-dire qu'ils vont se trouver les jonctions entre la substance blanche. Donc, ici, je vois que c'est les lésions profondes. Ça me renforce encore sur mon fait que ce sont les abcès cérébraux. Effectivement, il s'agit des abcès cérébraux multiples. Et la conduite à tenir, c'est quoi? C'est de faire une antibiothérapie. Même scénario. Ici, nous avons d'autres lésions qui ne sont pas les abcès, mais qui sont des collections purulentes qui se développent au niveau cérébral,
qui, avec le scanner, on peut diagnostiquer d'emblée. Ce sont ce qu'on appelle des empièmes. Les empièmes sont les collections purulentes qui peuvent être localisées soit entre la dumère et la table interne de l'os du crâne. On va parler d'émpième extradural. Et la particularité de l'empième extradural, c'est quoi? C'est qu'elle aura la même forme que l'hématome extradural, c'est-à-dire qu'elle sera biconvexe. Vous aurez une lésion qui sera biconvexe, hypodense, mais qui, après un jour de produit contraste à la périphérie, comme vous voyez sur ces lésions-ci, là, ça c'est sans lésion de produit contraste, là où il y a ma flèche. Et quand on finit les lésions de produit contraste, on constate qu'il y a un produit contraste annulaire. Donc, il y a les caractéristiques d'un abcès. D'emblée, vous pouvez ça ici, il s'agit d'une lésion d'un empième extradural parce que ça a une forme biconvexe. Et en plus de ça, vous avez d'autres lésions qui sont intraaxiales, qui prend également le contraste de façon périphérique avec un édème périlésionnel comme ici. Et il faut toujours chercher ce qu'on appelle la porte d'entrée quand on pense à une infection. Et dans le scanner, quand vous pensez qu'il s'agit d'un empième ou bien d'un abcès, il faut toujours prendre la fenêtre osseuse pour rechercher les portes d'entrée. Les abcès cérébraux, c'est souvent le plus souvent les sinusites maxillaires frontales. Ça peut être une fracture, une brèche, une fracture, une plaie crânio-cérébrale. Et dans le cas de l'espèce où il y a sur ce diapositive, on a constaté que lorsqu'on a pris la fenêtre osseuse et on a vu que le sinus frontal de ce gars était comblé. Vous voyez comment, ici, c'est là où il y a ma flèche au sinus phénoïdal. Il y a des lairs. Dans les sinus, il y a des lairs. Donc, l'intérieur d'un sinus a une densité aérique. Donc, c'est hypodent, donc c'est noir. Alors qu'ici, sur le sinus frontal, je constate que l'hypodensité aérique que je dois en principe avoir, je ne l'ai pas. Ça veut dire que le sinus là est comblé par du liquide. Et ça peut être probablement une sinusite. Et cette sinusite, donc, est la porte d'entrée. Et quand je vois dans tout ça, je peux donc dire que j'ai une collection extra-axiale frontale gauche avec une prise de constat au niveau de sa paroi postérieure, 2 abcès, et en plus, j'ai 2 abcès cérébraux qui ont pris le contact de façon annulaire. J'ai un complément de sinus frontal avec lisse partielle de sa paroi postérieure. Vous voyez comment la paroi postérieure de sinus est lisée, et une ostéolyse là. C'est probablement un abcès qui se développe à partir d'une sinusite. J'ai un empième sous-dural frontal. Bon, c'est extradural, c'est une erreur, c'est extradural, frontal gauche, associé à des abcès cérébraux compliquant une sinusite frontale. Même chose ici, j'ai un patient qui vient consulter, il a une fièvre, il a mal à la tête. Qui est sur le long de la cissure interhémisphérique, qui est situé le long de la cissure interhémisphérique. Et lorsqu'on a joué le produit de contraste, on constate que la lésion prend le contraste de façon annulaire et périphérique tout autour de l'hypodensité. L'hypodensité qui est au centre correspond au pus. Celle qui est tout autour correspond à la capsule. Et lorsque je suis parti regarder dans la fenêtre osseuse, je me suis rendu compte que les sinus maxillaires de ce patient sont comblés. Vous voyez comment ici il y a des lairs, mais là il y a du pus. Ça ne peut qu'être une sinusite. Donc, une empième. Et le diagnostic, c'est quoi? C'est une empième d'une collection purulente qui n'est pas un abcès, mais qui se situe au niveau interhémisphérique et qui complique une sinusite maxillaire bilatérale. Même chose ici, là, on a en face de nous un empième extradural temporal droit. Vous voyez très bien comment on a une collection qui a une lentille biconvexe. Et ça, c'est un scanner avec un gestion de produit de contraste. Dès qu'on a un gestion de produit de contraste, on s'est rendu compte qu'il y a une prise de contraste annulaire. Et carrément ici, on a ce qu'on appelle un niveau hydroaérique, parce que vous voyez très bien qu'il y a des lairs, il y a du pus en bas, niveau hydroaérique. On a regardé la fenêtre osseuse, on s'est rendu compte, on a vu comment la sinusite, comment les sinus sphénoïdales sont comblés, il n'y a pas de lait. Normalement, ça c'est la bouche, et ça, c'est les sinus sphénoïdales, il doit avoir de lait. Et ils sont plutôt comblés, il y a une sinusite qui est en regard. Et pour terminer, il ne faut pas oublier que toujours dans la pathologie infectieuse, à côté des abcès et à côté des empièmes, il y a les pathologies, les parasitoses du système nerveux central, qui sont les infections parasitaires. Eux, ils se manifestent le plus souvent par des kystes, généralement hydatides. Et les kystes, c'est quoi? Ce sont des hypodensités qui ne prennent pas le contraste
et qui sont parfois difficiles. Pourquoi? Parce que vous savez que si j'ai une lésion hypodense qui n'est pas le contraste, ça peut être soit une tumeur de bas grade, une gliome de bas grade, ça peut être soit un kyste arachnoïdien, parce que ici, dans le scanner, si le diagnostic différentiel pour la lésion qui est située exactement à la fosse postérieure hémisphérique et cérébelleuse hémisphérique du côté droit, ça peut être un kyste arachnoïdien du cervelet hémisphérique. Mais si dans mon histoire, j'ai une histoire d'infection et autres, je pense à une parasitose plutôt du système nerveux central. Donc, les parasitoses se présentent par des kystes hydatides qui sont des lésions hypodenses qui se trouvent soit dans le parenchyme cérébral. Et en fonction de la localisation, ça peut être sus-tentoriel, mais ça peut être sous-tentoriel, comme c'est le cas d'espèce ici. Et vous voyez très bien, toujours se rappeler, est-ce qu'il y a un œdème périlésionel? Les parasitoses ne donnent pas des œdèmes périlésionnels. Ici, je n'ai pas d'hypodensité qui entoure ma lésion, qui me pousse à dire que non, ça, c'est pas une tumeur. Et est-ce qu'il y a l'effet de masse? Je constate qu'ici, le quatrième ventricule est comprimé pour l'image A. Et ici, à l'image B, je constate que le ventricule latéral, regardez comment ici à droite, je vois encore le ventricule latéral, là, il y a ma flèche. Mais quand je regarde ici à gauche, je n'aperçois plus très bien le ventricule latéral, c'est parce qu'il est comprimé, parce qu'il y a un effet de masse. Et est-ce qu'il y a une complication? Ici, vous voyez très bien combien il y a une complication, il y a une dilatation du système ventriculaire. Les cornes temporales des deux ventricules, à droite comme à gauche, sont dilatées. Le troisième ventricule que voici est dilaté. Les cornes frontales également sont dilatées. Donc, voici un peu en gros les différentes lésions. C'est vrai, c'est brossé en 2 heures de temps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en 2 heures de temps. J'ai essayé de résumer, de vous montrer quelles sont les différentes lésions que le scanner peut d'emblée déjà nous orienter de façon présomptive dans le diagnostic à travers les différentes lésions, que ce soit tumorales comme infectieuses. Ici, j'ai mis un petit cas clinique juste pour me rassurer de quelque chose. C'est un cas clinique très simple. Un patient est renversé sur le trottoir par un vélo. Il fait un arrêt cardio-respiratoire. On appelle le SAMU, qui arrive immédiatement, pratique une réanimation et il est intubé. Arrivé aux urgences, on demande un scanner cérébral pour bilan. Si on pose une question, quel est le type de scanner qu'il faut demander? C'est un scanner injecté ou un scanner non injecté? Qui peut répondre? Scanner injecté ou scanner non injecté? Allô? 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 Oui, c'est un scanner injecté ou un scanner non injecté que tu vas demander à ce patient qui est percuté par un vélo, sur le trottoir par un vélo. Un scanner non injecté. Très bien, un scanner non injecté. Alors, Oui. le scanner non injecté sur ce patient présentait toutes les lésions que vous voyez là. Voilà le scanner injecté, non injecté de ce patient. Et toutes les coupes que vous voyez là, ce sont les coupes du cerveau de ce patient percuté par un vélo. Alors, si on vous dit de donner toutes les lésions scanographiques que présente ce patient, on va commencer. Qui peut me donner une lésion avant qu'on ne passe aux questions? On a terminé. Ça, c'est juste pour avant qu'on ne passe aux questions. J'aimerais que vous me donniez au moins une lésion que le scanner de ce patient percuté par un vélo présente. Vous voyez les images? Allô? Allô? Oui. Est-ce que quelqu'un peut me donner une lésion qu'il voit sur ce scanner? Une seule lésion. Ça, c'est notre patient qui est percuté par le vélo. Voilà son scanner qu'on a réalisé aux urgences. C'est un scanner qui montre beaucoup de lésions. On a un hématome, le 4 là. Oui, tu as un hématome. Quel type d'hématome? Oui. Un hématome extradural. Un hématome extradural, je dirais non. Il n'y a pas de forme biconvexe là. Donc, ce n'est pas un hématome extradural. Sous-dural plutôt. Ouais, il y a un hématome sous-dural. Je vais montrer ma flèche. Vous voyez ma flèche? Voilà, Ouais, c'est ça. il y a un hématome sous-dural là. Hématome sous-dural. Oui. Euh, Quelles lésions encore? on a
Bon, on dirait qu'il y a un œdème périlésionnel là qui a créé un effet de masse. Oui, il y a un effet de masse, je suis d'accord, il y a un Oui. effet de masse. Voilà. Il y a un effet de masse ici à la deuxième diapositive, là, il y a le 3 là. Ça, c'est D'accord. un hématome. Puisqu'il y a une notion Voilà. de traumatisme, d'emblée, c'est un hématome. Donc, D'accord. ici, on avait un hématome sous-dural, n'est-ce pas? Mais Oui. ici, c'est un hématome plutôt intra-parenchymateux. Oui, oui. Voilà. C'est un hématome intraparenchymateux. Et l'hématome là exerce un effet de masse sur le ventricule du même côté ici. Tu vois, Oui, le c'est 2 côté et le gauche. 1, ce sont les ventricules du côté opposé qu'on voit encore très bien. Mais ici, on ne voit plus le ventricule. Donc, il y a un C'est effet de ça. masse. Donc, je suis d'accord, il y a un effet de masse. Donc, on a déjà deuxième raison. Et on a déjà dit hématome sous-dural, on a déjà dit effet de masse sur le ventricule. Oui, Oui. quoi encore? Alors, ici, on a, là où vous voyez mon curseur, Oui. voilà. Ici, les petites hyperdensités pétéchiales là, qui sont les petits points d'hyperdensité que vous voyez là, où il y a le 4. C'est ça qu'on appelle, ça c'est qu'on appelle contusion hémorragique. Ah, d'accord. Parce qu'il faut faire la différence. Ici, ça c'est l'hématome sous-dural. Ici, ça c'est l'hématome intraparenchymateuse. Mais si vous faites un scanner, vous voyez seulement qu'il y a les petits points papier là, hyper denses là. C'est ce qu'on appelle les contusions hémorragiques. Donc, en même temps, il a un hématome parenchymateux temporal droit. En même temps, il a une contusion temporale du côté gauche. Maintenant, regardez, le scanner sans lésion de produit de contraste. Toujours là où il y a ma flèche, vous constatez qu'il y a quoi? Il y a une hyperdensité qui est dans les espaces sous-aranodiens ici. Oui. Ça veut dire que le gars est en train de faire, il a en plus de ça un hématome sous-aranodien, donc une hémorragie mélangée. Et quand je regarde la coupe coronale, vous voyez la coupe coronale? Oui. La coupe coronale, il y a une seule coupe coronale sur ma diapositive. La coupe coronale, le numéro 4. Le numéro 4, c'est la faute du cerveau. Et comment est la faute du cerveau? Ouais, comment elle est déviée? Ça veut dire qu'il y a une déviation de la ligne médiane. Mm. Ils sont d'accord? Et si la ligne médiane est déjà déviée, c'est parce qu'il y a quoi? Quelle complication? Il y a un engagement Un engagement cérébral. Oui. sous-factoriel qui est déjà début d'engagement sous-factoriel parce que l'hématome que vous voyez ici en 5 dans la coupe coronale a un effet pression, c'est-à-dire a fait l'effet de masse, comme on a dit, sur le système ventriculaire du même côté. Et en plus, ça dévie la ligne médiane. Et quand ça dévie la ligne médiane, ça entraîne ce qu'on appelle un engagement. Et l'engagement, maintenant, il faut maintenant faire la différence. Est-ce que c'est un engagement sous-factoriel ou bien c'est un engagement temporel ou bien c'est un engagement cérébelleux? Pour voir s'il y a un engagement sous-factoriel, qu'est-ce que je fais? Je passe sur la coupe axiale. La première coupe axiale, il y a mon curseur. Si je trace une ligne imaginaire qui passe entre les deux faux au milieu là, et en un, vous avez la faute du cerveau, vous voyez comment la faute dévie, non? Oui. Si la faute est déviée, ça veut dire que j'ai un engagement sous-factoriel. Maintenant, comme l'hématome est en temporal, je n'ai jamais oublié, quand la lésion est en temporal et que elle est volumineuse et qu'elle a beaucoup d'effets de masse comme ça, il faut aller chercher l'engagement temporal. Et l'engagement temporal se voit comment? Je vous ai dit tout à l'heure, regardez la diapositive où il y a ma flèche. L'engagement temporal, c'est quoi? C'est qu'il y a effacement, là où il y a ma flèche. On a effacement des systèmes périmésencéphaliques associé à quoi? Par ricochet à une dilatation de la système ambiante. Donc ici, là, à l'endroit où il y a ma flèche, ici, là, c'est-à-dire là où il y a la contusion hémorragique, ici, on a un engagement temporal qui est déjà en train de, de s'effectuer. C'est pour ça qu'il y a un D'accord. effacement de la système périmésencéphalique. Ça, c'est le tronc cérébral. Tout autour, il doit avoir du blanc, du noir. C'est-à-dire qu'il doit avoir de LCR dans la système. Vous voyez comment là maintenant, je ne peux plus distinguer la système périmésencéphalique ici à cause de l'engagement. Et je vois derrière moi comment j'ai une dilatation de la système amiante. Donc, il y a un engagement temporal. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on constate aussi? Comment sont les ventricules? Dilatés ou pas dilatés? En dehors de l'engagement, je vois aussi que j'ai une dilatation des ventricules, n'est-ce pas? Liée à la compression.
Mais le patient aussi a une autre lésion qui n'est pas liée à son traumatisme. Si vous regardez la première coupe, le 3, là, il y a ma flèche. Qu'est-ce qu'on constate? Que de façon fortuite, c'est-à-dire sans vouloir, on a découvert que le patient a un méningiome. Pourquoi? Parce que j'ai une lésion qui est là, avec une hyperdensité calcique, qui a une base d'insertion au niveau de l'os frontal, qui ressemble probablement à un méningiome. Mais ce n'est pas ça qui l'amène en constatation, c'est plutôt son traumatisme. Donc, vous voyez que sur ce scanner, on a plusieurs lésions qu'il faut pouvoir reconnaître. On a l'effet de masse, on a le processus expansif temporal gauche, dans l'hématome, avec œdème périlésionnel, comme tu as bien regardé. On a la contusion hémorragique qui est là. On a l'hématome sous-dural qui est là. On a l'hématome méningé, l'hémorragie méningée ou hémorragie sous-arynoïdienne. On a un engagement singulaire. Quand on dit singulaire, c'est la même chose, c'est sous-factoriel, c'est le même mot. On a un engagement sous-factoriel. On a un déplacement de la ligne médiane. On a un engagement temporal gauche à cause de la dispersion des systèmes et la dilatation des systèmes ambiantes. Et en plus de ça, de façon fortuite, on a un méningiome frontal gauche. Vous voyez qu'avec un seul scanner, on peut avoir plusieurs lésions. Donc, sur ce, voici un peu en gros présenté. Sans plus tarder, je vais passer à la partie des questions. Je vais en plein exactement 2 heures de temps, moins 1h50, pour pouvoir vous expliquer les différentes images scanographiques qu'on peut rencontrer dans les pathologies tumorales et dans les pathologies infectieuses. On va vous montrer les images pour que vous puissiez les reconnaître déjà d'emblée et les regarder. Retenez que pour interpréter une lésion, il faut être pragmatique. Il faut partir du fait d'abord de donner l'anomalie de densité de votre lésion, de la localiser sur le plan source et dans sa topographie, lobe ou alors lobe cérébral, tronc cérébral ou cervelaire, ou alors système ventriculaire, ventricule. Il faut pouvoir dire l'aspect de votre lésion. Est-ce qu'elle est, les contours, est-ce qu'elles sont réguliers ou pas réguliers? Pas réguliers. Il faut dire, est-ce qu'il y a une prise de contraste ou pas? Si il y a une prise de contraste, est-ce qu'elle est homogène, hétérogène, annulaire, ou alors il n'y a pas de prise de contraste? Il faut dire si il y a un effet de masse. Il faut vérifier sur la ligne, sur les sillons, sur les systèmes ventriculaires. Est-ce qu'il y a une déviation dans la ligne médiane? Si oui, est-ce qu'il y a des complications, c'est-à-dire des engagements, ou alors est-ce qu'il y a des hydrocéphalies? Donc, quand vous avez tout ça en tête et de façon posée, il suffit juste de regarder l'imagerie et de pouvoir décrire et interpréter les différentes lésions. N'oubliez jamais que le scanner ne fait pas de diagnostic de tumeur. Le scanner donne un diagnostic de présomption. Seule l'histologie nous oriente, nous donne le diagnostic de certitude. Et quand on a une pathologie infectieuse, l'aspect tricortical, c'est-à-dire cette hypodensité œdème périphérique qui est suivie d'une hyperdensité de la capsule après grossement, avec au centre une hypodensité, souvenez que la lésion a plusieurs étiologies. Un seul mot à retenir, magique DR. Ça peut être une métastase, ça peut être un abcès, A, abcès, G, glioblastome, I, un infarctus ou une inflammation. R, C, une contusion, D, une déminéralisation, R, une radiation. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis à votre disposition pour la séance de questions-réponses. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir, Je madame. suis étudiante Nguini, 6e année. Oui. Okay, merci pour votre présentation. S'il vous plaît, nous avons une question. Oui. En fait, on n'arrive pas à distinguer l'œdème périlésionnel du kyste, en fait. Donc, je ne sais pas si vous pouvez reprendre. Oui. L'œdème périlésionnel entoure la lésion. Regardez. Vous voyez ma diapositive, n'est-ce pas? Je me suis arrêté sur une diapositive de méningiome. Vous voyez le méningiome qu'on a autour là. Quand tu compares le côté-ci, le côté-ci, tu vois qu'il y a une différence, non? Oui, docteur. La zone qui est donc hypodense, qui entoure la lésion qui est hyperdense là, c'est ça qu'on appelle l'œdème périlésionnel. Maintenant, regarde le kyste. Comme ici, même chose. Tu as vu le méningiome, regarde tout l'hypodense. C'est ça qu'on appelle l'œdème périlésionnel. Oui.
Regarde le kyste. Le kyste n'entoure pas une lésion. Tout est hyper dense, comme ici. C'est une lésion kystique. Tu as vu la différence? Oui, docteur. OK. Ok, merci. Question? Docteur Mbele, merci une fois de plus. Je sais que malgré tes nombreuses occupations, tu as quand même pu trouver le temps à nous accorder. Nous te remercions vraiment pour ça.